Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer si vous le voulez bien. Je me présente, je m'appelle Simon Bitodo, directeur adjoint du Mouvement Up, dont je vais vous dire un petit mot dans un instant. Mais surtout ce soir, j'ai la responsabilité de conduire les échanges lors de cette soirée et de vous faire découvrir un panel de solutions innovantes, impactantes, d'avenir qui répondent à certains grands défis sociétaux de notre temps. Vous aurez l'occasion de les découvrir ce soir, mais avant cela, une petite précision. Vous avez une URL qui s'affiche à l'écran, kaut.it. Vous pouvez d'ores et déjà vous y connecter puisqu'on vous mettra à contribution via ce site internet dans quelques instants. Donc pour ceux qui ont des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, n'hésitez pas à vous y connecter dès à présent. Vous l'aurez sans doute compris, cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un programme Up Factory que nous co-organisons Mouvement Up avec Accenture et par le biais duquel on a accompagné 12 entrepreneurs sociaux en phase d'amorçage ces derniers mois. Et avant de vous en dire un petit peu plus sur ces activités, je vais inviter Cédric Laroyenne, qui est chef de projet innovation sociale à la Fondation Accenture, à me rejoindre pour dire quelques mots. Merci Simon. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. À chaque fois qu'il y a une Up conférence, je suis à chaque fois super étonné de voir comment l'innovation sociale rassemble des jeunes, des expérimentés, des entreprises, des assos, enfin en tout cas tous les acteurs de l'ESS. Très rapidement en quelques mots, puisque le plus important aujourd'hui, en tout cas ce soir, c'est d'écouter ceux qui sont au premier rang et ceux qui sont en train d'apporter des innovations assez incroyables pour changer le monde et d'écouter aussi les experts qui vont venir apporter leur touche ce soir. Si Accenture a une alliance avec le groupe SOS, c'est pour une bonne raison, c'est que Accenture, juste pour le repréciser, on est 450 000 dans le monde, on fait du conseil en plein de choses, stratégie, système d'information, etc. Mais c'est important pour un groupe comme le nôtre d'être connecté à votre écosystème, l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Puisque vous foisonnez d'innovation, et ces signaux faibles, en tout cas ces grandes tendances, sont importants pour nous, pour qu'on puisse essayer de les faire grandir, de les rendre, entre guillemets, plus à l'échelle, et ensuite de travailler sur des nouveaux modes de collaboration et de co-construction avec vous, et le programme Factory va dans ce sens. Et juste un dernier petit point, je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe Up, ceux qui sont dans la régie, et Simon, William, Nicolas, Laure et Charlotte, qui après 10 Dreamstorming, 2 saisons Up Factory, ça commence à faire quelques années qu'on fait ça ensemble, il y a un niveau de qualité qui est constant, il y a une agilité qui est de plus en plus puissante pour répondre aux besoins de vous, entrepreneurs sociaux, et j'ai hâte d'être déjà à la 3e saison. Merci beaucoup Cédric, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup pour ton engagement en faveur de l'innovation sociale, et on sait que la Fondation Accenture fait beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat social, et on remercie à cette occasion Angelina, sa directrice, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. J'en profite pour les retardataires qui arrivent. Je vois qu'il reste quelques places au premier rang à ma droite. On a pareil réservé un petit peu trop de place au deuxième rang en face de moi, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous le souhaitez. Un petit mot rapide maintenant sur le mouvement Up et le programme Up Factory. Le mouvement Up, aujourd'hui, ce sont des événements, les Up conférences qu'on organise chaque semaine à Paris et en région autour de figures emblématiques de l'innovation sociale, du développement durable, de l'entrepreneuriat, et que vous pouvez retrouver chaque semaine sur notre site up-conférence.fr. Et ces déclinaisons des Up Café, où on valorise des jeunes entrepreneurs sociaux, le Up Fest qui vous réunit chaque année à la Bellevilloise sur un format un peu plus participatif et festif. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour retrouver toutes ces activités-là. Au-delà de ces événements, on essaye de capitaliser sur le contenu qui est produit à l'occasion de ces rencontres, et donc on s'attache à produire. Vous trouverez sur notre site pas mal de vidéos en lien avec nos rencontres, mais également un livre Up to You qu'ont écrit mes collègues Nicolas Froissart et William Eland Goldsmith, et également un guide qui s'appelle Rêver, oser, créer, que nous avions fait avec la Fondation Accenture, et qui est un guide pédagogique pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat social. Vous le retrouvez en ligne sur notre site internet up-conférence.fr, donc n'hésitez pas à vous y connecter pour le télécharger si vous le souhaitez. Enfin, le mouvement Up, c'est également un réseau social, Up Campus, qui réunit plus de 100 000 membres aujourd'hui, une communauté de personnes engagées autour de l'innovation sociale, et également des déclinaisons locales, Up Sceaux, Up Lille, Up Metz, par territoire, pour retrouver les membres près de chez vous. Je profite de cette présentation pour vous signaler le dernier né de la galaxie Up, qui sont les formations que nous avons lancées
récemment dédié à l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale, la transition écologique également. 2 jours de formation avec des experts, des intervenants de nos événements, où vous trouverez tous les renseignements en vous adressant à l'adresse formation@up-conférence.fr ou à travers nos newsletters. Je remercie enfin les partenaires des Hub Conférences qui nous permettent d'organiser ces rencontres hebdomadaires et de vous accueillir chaque semaine gratuitement. Donc Accenture évidemment qui nous accueille ce soir et que je remercie chaleureusement, Aviva, Bouygues Immobilier, le Crédit Coopératif, Veolia et la ville de Paris. Enfin, nous sommes également sur les réseaux sociaux, en dehors de Hub Campus. Donc, je vous invite à vous connecter, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, où vous retrouverez en avant-première l'ensemble de nos invitations à nos événements, nos actualités. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les internautes qui nous regardent ce soir, puisque nous sommes également diffusés en Facebook Live. Enfin, et pour finir cette introduction, un petit mot sur le programme Hub Factory qui nous réunit ce matin et qui prend la suite, effectivement, comme le disait Cédric, des Dreamstorming que nous organisions déjà à l'époque avec Accenture, où on sélectionnait 4 entrepreneurs sociaux qu'on accompagnait à travers un format d'atelier pendant une après-midi et qu'on faisait ensuite pitcher devant vous lors d'un événement semblable à celui-ci. On a transformé un petit peu le programme pour le densifier et il sera amené à se transformer encore à l'avenir, mais le principe est globalement le même, des ateliers pédagogiques autour de la création d'entreprises sociales avec le choix de son statut juridique, challenger son business model, ses stratégies de communication ou encore des conseils pour la mesure de son impact sociétal. Ces ateliers pédagogiques destinés à renforcer les compétences des entrepreneurs qu'on a sélectionnés pendant plusieurs mois. Et donc, vous aurez l'occasion d'en découvrir une bonne partie ce soir, mais 12 entrepreneurs sociaux accompagnés cette année, que je remercie chaleureusement pour leur présence ces derniers mois et leur présence ce soir. On était ravis de les accueillir et on est ravis de vous les présenter ce soir. J'en profite également pour vous dire un petit mot sur les 3 entreprises sociales qu'on a accompagnées mais qui ne peuvent pas être parmi nous ce soir. Laurent, le fondateur de Ma Bonne Action, qui vous permet de cibler la publicité que vous recevez par mail et de reverser à des associations les revenus qui sont liés à cette publicité. Guillaume et Thierry de Virtuose qui, à partir de chutes de bois, de menuisier, forment et accompagnent des jeunes à la création de meubles design dont les ventes permettent de financer des projets professionnels comme passer son permis de conduire ou une formation. Et enfin, Akrem et Samir, les fondateurs de WeGive, qui luttent contre le gaspillage alimentaire en mettant notamment en relation les producteurs qui ne savent pas quoi faire de leurs invendus et des acheteurs qui seraient intéressés par ces produits mal calibrés. Vous voyez à l'écran l'ensemble des entrepreneurs qu'on a accompagnés dans ce cadre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir en découvrir une bonne partie ce soir. Par ailleurs, l'ensemble de ces petits déjeuners ont été dessinés par Tassienne Laplanche, qui est là ce soir et que je souhaite également remercier. Je pense qu'on peut même l'applaudir puisque à partir de ces dessins, on les a compilés dans un guide que vous trouverez pareil en ligne à télécharger, où vous trouverez donc des conseils sur la création d'entreprises sociales dessinés par Tassienne. On est vraiment ravis de l'avoir eu avec nous ce soir. Et vous trouverez aussi également pas mal de ces dessins exposés sur les tables derrière vous et que vous pourrez notamment admirer lors du cocktail. Donc un grand merci à toi, Tassienne. Enfin, une ultime précision, et j'espère ne pas avoir été trop long. Ultime précision, mais pas des moindres, puisqu'on relance l'appel à projet pour la 3e saison du programme Hub Factory, donc qui est déjà en ligne sur Hub Campus. Pour candidater, c'est assez simple. En fait, vous avez rendez-vous sur hub-campus.org. Vous pouvez remplir et présenter votre projet, les différents champs, et vous avez notamment un onglet qui s'appelle Hub Factory, dans lequel il vous suffit de remplir les différentes questions, et votre candidature sera prise en compte si vous n'oubliez pas, évidemment, de valider. On en a déjà reçu une petite dizaine et on serait ravis d'en avoir d'autant plus avec les futurs entrepreneurs qui sont là ce soir. Vous avez en tout cas jusqu'au 12 novembre pour candidater. Voilà, donc il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je vous propose de découvrir ce soir 12 entrepreneurs qu'on a regroupés en 3 thèmes de société majeure, celui de l'alimentation avec un premier temps qui sera intitulé « Vos assiettes ont du pouvoir », ceux de l'insertion sociale, professionnelle sur un second temps « Un pour tous, tous pour un » et le troisième « Comment chacun peut agir à son échelle » qu'on a intitulé « Des petits gestes pour de grands changements ». On va aussi pas mal vous mettre à contribution ce soir. Donc sur Kahoot, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais pour les retardataires, n'hésitez pas à vous connecter dès à présent via smartphone, tablette et autres appareils électroniques sur l'URL kahoot.it
qui s'affiche à l'écran. Normalement, vous arrivez sur une page d'accueil, on vous demande un game pin, on vous le donnera tout à l'heure, mais c'est important que vous puissiez participer. Également sur Twitter, hashtag UpFactory ce soir. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si je regarde mon téléphone, c'est que je serai en train de suivre un petit peu le fil Twitter pour pouvoir les répercuter ensuite auprès de nos intervenants ce soir, puisque vu qu'on en a pas mal à vous faire présenter, on n'aura malheureusement pas forcément le temps de vous donner la parole au micro, mais en tout cas, si vous participez sur Twitter, j'essaierai de prendre un maximum de questions et vous aurez l'occasion, après cet événement, pendant le cocktail, d'échanger avec les différents intervenants que vous aurez découverts ou redécouverts ce soir. Enfin, vous pouvez également participer en format papier. Vous avez normalement eu sur vos sièges 2 feuilles qu'on appelle des feuilles d'encouragement avec les noms de chacun des porteurs de projets UpFactory que vous découvrirez ce soir. N'hésitez pas à remplir vos contacts, vos conseils, si vous avez des idées de réseau, d'organisation, de structure à rencontrer, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le marquer. On sait que parfois, un contact, une idée peut faire la différence sur un projet, donc n'hésitez pas à les remplir, et puis nous nous chargerons évidemment de les distribuer à chacun des entrepreneurs ce soir. Désolé pour cette introduction que j'espère pas trop longue, et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le premier thème de cette soirée avec vos assiettes ont du pouvoir sur le thème de l'alimentation. Et je vais demander à Pierre Hivernat, fondateur et directeur de la publication d'Alimentation Générale, de me rejoindre sur scène. Alexandre Boac, fondateur de Kawabunga, machine écologique d'un nouveau genre. Laure Lejosec, la cofondatrice de Penny Gourmet. Et Anne-Charlotte, fondatrice des Retoqués, qui produit des snacks sympas, solidaires et sains. Dans cette ambiance enfumée et musicale. Un petit peu nuageuse. Ils auront évidemment le temps de vous détailler leurs projets, mais d'abord, on a envie de mieux vous connaître et mieux connaître surtout vos pratiques alimentaires. Et donc pour ça, je le disais, on a choisi d'utiliser le site internet Kahoot. Alors n'hésitez pas à vous connecter, normalement sur les écrans vont s'afficher bientôt ce jeu avec le game pin à rentrer, votre surnom, etc. si la technique est clémente ce soir. Et donc on pourra un petit peu mieux comprendre vos pratiques alimentaires. Le principe il est simple, en fait vous aurez 3 questions anonymes en fonction du choix de votre surnom évidemment. Et ça nous permettra d'un petit peu mieux sonder vos pratiques et on va pouvoir s'appuyer sur vos réponses pour alimenter un petit peu la discussion. Sans doute qu'au début, tout le monde n'aura pas forcément le temps de répondre. Il y a 30 secondes par question. Mais ce quiz n'a évidemment aucune vocation scientifique. C'est simplement pour mieux vous connaître. Alors, si on est prêt en régie sur Kahoot, peut-être. Forcément, au début, c'est un petit peu plus long. Ça ira 3 fois. Donc, les prochaines fois, on sera un peu mieux rodé pour les 2 autres thèmes. Voilà, ça a l'air de s'afficher. Donc pour ceux qui sont connectés en ligne, le game pin c'est 971585. Et ensuite, on vous demande de choisir un surnom. Et on aura 3 questions rapides. Allez, 12, 14, 15, 17, 20. On ne va pas attendre les 200. On va s'arrêter un tout petit peu avant, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas forcément les mains de se connecter. N'hésitez pas à vous tourner vers votre voisin s'il n'a pas de smartphone pour le faire participer. Sur cette partie-là, c'est juste sur vos pratiques. La deuxième fois, on vous posera des questions un peu plus techniques sur votre niveau de connaissance, donc l'anonymat sera peut-être un peu plus important. Quoique sur les pratiques, ça peut être également. N'hésitez pas à vous prendre les micros qui sont derrière vous et à vous servir un verre d'eau pendant qu'on attend que les dernières personnes se connectent. 63, on va dire que c'est 65. Allez, c'est bon. Pas de réclamation, non, on passe à la suite. Alors, première question qui va s'afficher à l'écran. Où faites-vous principalement vos courses alimentaires ? Alors, 4 réponses possibles. Vous cliquez sur le symbole qui correspond à votre réponse. 1 dans les grandes surfaces, 2 dans des commerces spécialisés au bio, 3 au marché et 4 directement auprès des producteurs. 1, 2, 3, 4. On vous laisse vous connecter, vous répondre le symbole. Une seule réponse possible. Hein. Là où vous allez le plus le samedi matin. Alors, résultat, on est à moite entre grande surface, commerce spécialisé et bio. Au marché, 7 et directement auprès des producteurs, 3. En même temps, on se doutait un petit peu qu'à Paris, ça allait être un petit peu plus compliqué.
Je me tourne tout de suite vers Pierre. Tu es le fondateur de la plateforme Alimentation Générale. Avant de commenter ces chiffres, est-ce que tu peux nous dire simplement un petit peu quelques mots sur cette plateforme, ce qu'on y trouve et vos activités? Alimentation Générale, c'est une agence dont la partie immergée de l'iceberg est un site internet, un magazine en ligne qui porte le même nom, donc Alimentation Générale. Ça s'appelle Alimentation Générale, non pas pour faire spécialement un jeu de mots très franco-français, mais tout simplement parce qu'on essaye de l'assiette jusqu'à la graine de chaîner l'ensemble des informations qui sont liées à notre alimentation, mais aussi une certaine pensée de l'alimentation comme une forme de culture. Donc on n'est pas seulement sur des problématiques des états généraux de l'alimentation, de la politique agricole, etc., mais on essaye aussi de donner une perspective historique sur où vont les humains avec leur alimentation. Voilà. Et l'autre partie de l'agence, c'est une agence événementielle qui organise un certain nombre de manifestations, dont maintenant la plus importante est le Nantes Food Forum, qui se passe à Nantes désormais chaque année au mois d'octobre. Merci. Du coup, dans un instant, j'ai demandé de commenter un petit peu les chiffres, mais d'abord, on a 2 autres questions à vous poser. Question suivante, qu'est-ce qui conditionne un peu plus votre acte d'achat? La provenance géographique des aliments, est-ce qu'ils sont bio ou non, le prix des aliments ou leur aspect visuel? 30 secondes pour répondre sur ce qui conditionne le plus votre acte d'achat. Alors, les réponses dans 2 secondes. Le bio et la provenance géographique en majorité et dans une mesure non négligeable, également le prix des aliments. Enfin, on va avoir une dernière question, juste le temps que je note les réponses. Combien de temps par jour consacrez-vous à cuisiner? Moins de 15 minutes, entre 15 et 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, plus d'1 heure. On est sur vous personnellement. Entre 15 et 30 minutes pour la plupart, et moins de 15 minutes et 15 minutes à 1 heure à égalité, plus d'1 heure. Seulement 3 personnes. Je me retourne vers toi, Pierre. Encore merci pour ta présentation. Un petit mot peut-être pour commenter ces chiffres à chaud, notamment où est-ce qu'on fait principalement ces courses? Notre public est a priori grande surface et commerce spécialisé bio à égalité. Est-ce que c'est un chiffre qui te surprend? En tout cas, j'imagine qu'il ne correspond pas forcément à la moyenne nationale. Il ne correspond à rien du tout. Il correspond à des bobos parisiens que nous sommes pour nombre d'entre nous. Donc, pour revenir un peu à la réalité, 95% des Français font encore aujourd'hui leurs courses dans des grandes et des moyennes surfaces. Donc, il ne faut pas se leurrer. Quant au bio, vous avez une idée de quel pourcentage de bio sont vendus en France? 5 à ma gauche. 3, oui, c'est le bon chiffre, 3%. Donc arrêtons de rêver. Quelles sont les surfaces qui sont consacrées au bio en France? Surfaces agricoles consacrées au bio. On vient de passer le chiffre magique de 10 à ma droite. 2, 5%. 5% des surfaces cultivées. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver trop. Il y a une marge de progrès qui est absolument colossale. Donc, toutes ces entreprises et toutes les startups et tout ce qui se passe en ce moment, vous arrivez sur une autoroute. Et peut-être sur le dernier chiffre, sur le temps moyen par jour à cuisiner, je crois que la moyenne française, c'est 53 minutes. Donc là, on est plutôt en dessous, entre 15 et 30 minutes. Oui, mais ça, c'est l'effet parisien. C'est purement l'effet parisien. Les Parisiens ne cuisinent pas, d'abord parce qu'ils ont des restos absolument fantastiques. Et donc, ils fréquentent beaucoup plus les restaurants que les gens en région. Et effectivement, on a moins le temps. On aurait eu les mêmes chiffres à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Dès qu'on rentre dans des villes plus petites, si vous faites le même sondage à Clermont-Ferrand, vous verrez que vous ne serez pas à 50, mais à 45 minutes. Donc en tout cas, on a un public qui cuisine peu, mais bio et local. On pourrait se demander si c'est bien ou s'il vaut mieux cuisiner soi-même, mais moins bio. Je ne sais pas. Local à Paris, ça me fait aussi un peu rire, mais bon, pas ça. Justement, tu parlais, toi, d'une autoroute aujourd'hui sur les enjeux alimentaires. Moi, j'ai envie de t'interroger, toi qui, du coup, as une expertise assez transverse sur ces sujets-là, de savoir quels sont les principaux enjeux du secteur aujourd'hui. On parle beaucoup des pesticides. Est-ce que c'est le bio, le gaspillage? Sur quel domaine tu vois fleurir le plus de projets? Quels sont les enjeux qui te semblent en première ligne aujourd'hui en termes d'alimentation?
Alors si je prends 2 secondes de recul et je reviens 2 secondes au sondage, il y a un sujet majeur aujourd'hui sur lequel tout le monde travaille. Les États généraux de l'alimentation ont montré que c'était le sujet de clivage, c'est le prix. On a aujourd'hui un sujet prix. Là, le sondage ne l'a pas montré, mais 65% des Français, c'est le prix, leur problème. Et quand vous voyez ce que fait Leclerc actuellement, qui continue à penser que c'est le seul élément de marketing qui existe, non, ce n'est pas le seul élément de marketing qui existe. Donc quand je dis il y a une autoroute, il y a une première autoroute, c'est comment va-t-on sortir des produits de qualité à un prix qui sera peut-être légèrement, mais à peine, parce qu'on voit bien que les études montrent que c'est à peine plus élevé que ce qu'on peut trouver dans l'agro-industrie. Là, il y a un vrai enjeu. Après, bon, le gaspillage alimentaire, oui, c'est un sujet. Effectivement, il y a énormément de startups qui sont positionnées, qui ont inventé des applis, qui tout un tas de choses absolument formidables. Comme toujours, c'est des marchés qui vont finir par se saturer, parce qu'il ne faut pas oublier que la source du gaspillage, aujourd'hui, elle est énorme. Donc vous dites, OK, on va faire des trucs anti-gaspi, et vous partez d'un volume de gaspillage qui est énorme. Donc effectivement, vous avez une marge de manœuvre terrible. Maintenant, vous allez petit à petit, cette idée qu'on ne gaspille pas, qu'on gaspille moins, c'est une idée qui rentre dans les têtes de tout le monde, particulièrement des enfants, donc ça commence à arriver. Donc vous allez avoir de moins en moins de gaspillage par un effet éducatif quasi. Donc tout ce qui va concerner le gaspillage, en termes de volume, ça va être amené à diminuer. C'est un effet mécanique qui est plutôt bon. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus éduqués pour de moins en moins gaspiller. Donc, ce n'est pas pour moi le secteur, si je regarde à 5 ans par exemple, là, je ne dirais pas aujourd'hui à des startups, bon, il y a encore du boulot, hein, il y a encore plein de choses. Mais attention, c'est pas dans 10 ans d'aujourd'hui, j'espère que le gaspillage sera quelque chose, en tout cas en France. Hein, dans d'autres pays, on ne prononcerait pas, mais ce n'est pas forcément un secteur. Voilà, moi, ce que je vois surtout arriver, et on le sent, c'est plus des signaux faibles, je pense qu'on va changer de consommation réellement, c'est-à-dire qu'on va manger d'autres choses, on va manger différemment, et ça arrive. J'étais à Nantes la semaine dernière, j'ai rencontré une start-up qui vient de démarrer, ils ont commercialisé en septembre, donc le mois dernier, un produit à base d'algues. C'est un sujet qu'on suit énormément. On pense que là, il y a un champ absolument incroyable parce qu'on n'a pas creusé les algues. On sait que ça contient énormément de protéines, énormément de vitamines, énormément de nutriments. Il y a un champ formidable. Ces gens-là, ils ont inventé... c'est le modèle Nespresso, donc c'est une start-up, je ne vais pas vous la raconter dans le détail, mais enfin, ils ont inventé une petite boisson à base d'algues qui est assez formidable, avec une machine qui l'a fait, que vous pouvez avoir chez vous. C'est un exemple, j'en ai plein d'autres, mais je pense que... alors les insectes, on parle beaucoup des insectes. Les insectes, c'est un peu gadget. On n'en est pas encore tout à fait là culturellement, en tout cas en France, encore une fois. Donc moi, je pense simplement qu'il y a un champ sur qu'est-ce qu'on va avoir dans notre assiette. Et ce qu'on va avoir dans notre assiette dans les années qui viennent, forcément, ça ne va pas être du steak, ça ne va pas être de la viande, ça ne va pas être du poisson. En tout cas, ça va être moins de poisson, moins de viande. Et donc, il va falloir trouver d'autres produits. Et dernière question, justement, avant de passer la parole à Anne-Charlotte, qui, je pense, doit réagir peut-être aux questions de gaspillage alimentaire. Justement, tu parlais de ces produits type les algues. Ça, ça fait partie des grands secteurs dans lesquels tu penses que, futur porteur de projet, il y a un secteur dans lequel il faut investiguer, c'est plutôt les autres produits alimentaires? À mon avis, oui, mais bon, après, je ne suis pas censé avoir la science exacte et infuse. Enfin, je ne sais pas une science exacte de toute façon. Mais on le voit aujourd'hui. On voit qu'il y a des... quand je dis les insectes, par exemple, les insectes, on pense tout de suite, alors on va manger des insectes. Oui, bah non, on ne va pas manger des insectes demain, c'est pas vrai. Ça, c'est rigolo, c'est un gadget, c'est l'apéro, tout ça, c'est bien. Mais dans la vraie vie, il va falloir trouver des boîtes qui transforment les insectes. Là, ça commence à être intéressant. Il commence à y avoir des boîtes qui partent des insectes et qui se disent, à partir de cette protéine-là, qu'est-ce que je peux fabriquer pour être un aliment, soit un aliment complémentaire, soit un aliment en soi. Donc on voit bien toutes ces choses qui arrivent, il y a des signaux faibles, mais pas que, il y a aussi des boîtes qui démarrent là-dessus. Donc oui, j'y crois beaucoup, moi. Merci. Du coup, je me tourne tout de suite vers toi, Anne-Charlotte. Donc, toi, tu as fondé les Retoqués qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, simplement pour remettre en perspective l'enjeu, je vais citer 2 chiffres qui sont assez bien connus, mais qui permettent de bien comprendre l'immensité du défi.
1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, ce qui correspond à un tiers des aliments qui sont produits sur la planète. Et un second chiffre, avec ce que l'Europe jette chaque année, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, soit l'intégralité des personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Anne-Charlotte, toi, du coup, tu agis pour réduire le gaspillage alimentaire directement à la source, vu que toi, tu t'adresses plutôt aux producteurs. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu les retoqués? Alors, l'idée des retoqués, le constat des retoqués se base sur le fait qu'il y a énormément de productions qui sont déclassées chez les producteurs. Pour l'instant, je travaille avec des producteurs de pommes, déclassés pour des raisons légales, puisqu'on n'a pas le droit de vendre en produits frais des pommes qui pèsent moins de 80 grammes, par exemple, ou déclassés pour des raisons d'esthétique, parce qu'on n'a pas envie, dans les grandes distributions, d'avoir des pommes qui ont des taches. Et mon idée, ma vision, mon combat, c'est que ces pommes-là, aujourd'hui, ne sont pas achetées. Donc je ne me base pas sur des fruits qui, aujourd'hui, sont jetés, mais qui sont rachetés par l'industrie. C'est les pommes qui servent à faire les compotes industrielles, par exemple, mais sont rachetées par l'industrie à un coût inférieur au coût de la récolte du fruit en question. Donc vous comprenez bien que quand vous êtes producteur, vous n'avez aucun intérêt à récolter si vous savez que vous allez vendre en dessous du coût de la récolte. Et je ne parle pas du coût de la production générale. Donc ma démarche, c'est de proposer une valorisation aux producteurs locaux qui permettent pour eux de gagner de l'argent et surtout de représenter la valeur réelle que ça a coûté de produire cette pomme. Et je fabrique des snacks avec. Mais ma démarche n'est donc pas de dire écoutez, je vais être gentille avec vous, regardez vos fruits, ils sont moches, je vais vous les transformer. Et puis je vais vous les acheter pas cher parce qu'ils sont moches. C'est absolument pas ma démarche. C'est quel est le prix que vous estimez, à partir de quel prix vous serez content de vendre vos pommes. Et donc c'est le producteur qui me fixe son prix et c'est le prix que je rachète. Donc je suis dans une démarche de commerce équitable local en fait, qui va permettre à terme, le jour où le modèle, si le modèle prend, que de producteurs aillent récolter des produits qu'aujourd'hui ils ne récoltent pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le sachet là d'ailleurs que tu as dans la main? Alors. Je lance la commercialisation dans 15 jours. Donc l'idée est extrêmement simple. Je rachète les pommes. On a une petite recette qu'on a mis en place en lien avec Damien Duquesne, par exemple, donc chef Damien, 750 grammes, qui m'a donné un coup de main là-dessus. C'est de la déshydratation. On rajoute rien, sauf du fruit et du légume pour faire un produit snack, apéro, en cas, ou pour mettre dans vos yaourts et céréales de petit déjeuner. Voilà, ou topping, etc. C'est le couteau suisse, ça sert à tout. Et pourquoi, toi, est-ce que c'est un enjeu qui te tenait particulièrement à cœur, cette lutte contre le gaspillage alimentaire? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, a déclenché cette envie d'entreprendre pour résoudre ces problèmes? Alors, deux choses. Peut-être que la chose qui rassure, c'est que je vais vous dire que je suis ingénieur agronome. Mon papa, j'ai grandi dans une sucrerie. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc on voit assez vite d'où peut venir la fibre. La deuxième dimension, c'est plus atypique, c'est que j'ai passé 13 ans de ma carrière, qui en compte 15 aujourd'hui, dans une communauté religieuse, et où je me suis rendu compte que même dans les endroits où on faisait vœu de pauvreté, ma foi, c'était pas si simple le côté du gaspillage. Et ça, en fait, ça me révoltait de me dire que même là où on faisait vœu de pauvreté, où pour moi, on devait vivre les choses de façon très incarnée, pas vraiment. Et donc, en fait, voilà, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Donc, j'ai commencé dans la communauté, que j'ai quitté pour des raisons de santé. Et donc, je me suis dit, maintenant, dans le monde réel, on fait comment? Et voilà. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que tu voulais réagir. Une demi-seconde, c'est juste pour dire le prix au producteur. C'est ce que je disais dès le départ. C'est un point central. On va en parler tout le temps. On en parle sans arrêt. Le président Macron était à Rungis il y a 15 jours. Vous n'avez peut-être pas suivi ce discours fleuve qu'il a fait. Il l'a fait entièrement sur le prix au producteur. On ne peut pas imaginer que des gens produisent de la nourriture pour les hommes et ne soient pas payés pour le faire. Ça paraît absolument impensable. Je te remercie parce que du coup, tu m'as fait une transition toute trouvée pour me tourner vers Laure à présent, qui, elle, est la fondatrice de Péli Gourmet. Donc, toi, tu permets justement à ces producteurs d'accroître leurs revenus via un système assez innovant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Tout à fait. Alors en fait, nous on est partis justement du principe qu'aujourd'hui, il y a chaque jour en France 3 producteurs ou artisans qui cessent leur activité. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, ils n'ont pas la possibilité de fixer eux-mêmes leur prix. Mais pour les petits producteurs et artisans, il y a une raison supplémentaire, c'est que le coût du transport sur la microdistribution représente en moyenne 30 à 50% du prix de vente final du produit. Donc on comprend bien que leurs produits ne peuvent pas être distribués dans les villes. Ou alors, s'ils arrivent en ville, ils arrivent à des prix qui sont très élevés pour nous, citadins.
Et donc ça, c'est le premier constat côté producteur. Et ensuite, en tant que citadin, je pense que je ne suis pas la seule gourmande dans cette salle, on a envie d'accéder à des bons produits régionaux en direct du producteur à des prix abordables. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Pays Gourmet. L'idée qu'on a eue, c'est de développer un usage qu'on est nombreux à avoir, il me semble, c'est de profiter de nos trajets pour apporter dans les villes des produits de petits producteurs et artisans. Donc très concrètement, Pays Gourmet, c'est un site internet où on peut tous poster une annonce en disant « Ce week-end, j'ai prévu d'aller dans le Jura. Si vous voulez, lundi, je peux vous déposer dans un point relais. » On a développé un réseau de points relais qui sont des cafés, des épiceries fines. Je peux vous déposer en point relais, 3 comtés maximum parce que je voyage en train, ou 15 si vous voulez, peu importe, c'est vous qui fixez la limite. Qui veut ? Et ensuite, les gens vous précommandent sur le site et vous déposez les produits dans le point relais. Excuse-moi, mais un comté, ça fait 40 kilos quand même. Hein. Donc on va dire un morceau de comté. Hein. Merci. Effectivement, c'est plutôt des morceaux de comté de 600 grammes qui sont rapportés. Et du coup, aujourd'hui, avec quels agriculteurs vous travaillez? Comment est-ce que vous avez animé cette communauté? Et qu'est-ce qu'on peut trouver dès à présent sur la plateforme comme principaux produits? Alors, aujourd'hui, on ne parle pas directement aux producteurs, c'est plutôt vraiment les particuliers qui sont ambassadeurs de leurs producteurs préférés. Et ensuite, comme les produits principaux qu'on retrouve sur le site, ceux qui se vendent le plus, effectivement, comme on le disait, c'est ceux où il y a un écart entre le prix auquel on achèterait le produit à Paris et le prix Pays Gourmet. Donc c'est principalement le fromage qui est en moyenne 30% à 50% moins cher que ce qu'on trouve, alors que la personne qui transporte prend une commission et que nous-mêmes, Pays Gourmet, on prend aussi une commission sur la vente. Donc on se dit qu'effectivement, c'est pertinent de diminuer le nombre d'intermédiaires et d'éviter les coûts de transport. Donc c'est le fromage. Et ensuite, il y a en deuxième place le miel. Pas forcément pour des raisons de prix, parce que finalement le miel est aussi cher quand on paye le vrai prix producteur que quand on l'achète à Paris. En revanche, on voit que la communauté est poussée à acheter du miel parce qu'on est sûr déjà que c'est pas un miel dans lequel on est allé ajouter du sucre, un miel frelaté. On sait que ça représente aujourd'hui 1 miel sur 3, donc c'est vraiment une attente importante. Et ensuite, la troisième catégorie de produits achetés sur Pays Gourmet, c'est plutôt de la charcuterie, du jambon, du saucisson, tous ces types de produits. Et là, on voit que les gens commencent à rapporter maintenant des pommes, des fruits et légumes sur Pays Gourmet. Donc, c'est vraiment ouvert et c'est un site collaboratif. Donc, c'est la communauté, finalement, qui décide des produits qui vont être rapportés et commandés. Tu veux réagir, Pierre? Non, c'est juste pour ajouter que le miel est effectivement la plus grande fraude à l'étiquetage aujourd'hui en France. Je me tourne à présent vers Alexandre. Donc toi, tu es le fondateur de Kawabunga. C'est une machine à café un petit peu révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bonsoir. Alors, Kawabunga, c'est une machine éco-responsable, machine à café éco-responsable pour, vous m'entendez, pour trois choses. Alors, ça va être le fait que les machines à café sont composées à partir des éléments réutilisés. Ça peut être d'anciens composants de machines à café. On va supprimer aussi tout ce qui est matière superflue comme l'aluminium des capsules, parce que c'est du café en grains. Et enfin, le marc de café est revalorisé pour servir à produire des champignons et également des gâteaux au chocolat et au marc de café. Donc un gros impact écologique sur la conception même de la machine et sur les produits. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui dans cette conception de la machine? Alors aujourd'hui, je remercie 3 Fab Labs dans la région parisienne qui m'ont permis de prototyper, de faire avancer le prototypage, notamment l'Electrolab de Nanterre, le Villette Makers de la Villette et enfin le Tech Shop d'Ivry. C'est grâce à eux que j'ai pu faire vraiment avancer le projet. Aujourd'hui, on est encore en phase de prototypage pour espérer une sortie courant 2018. Comment est-ce que toi, tu en es venu à t'intéresser à cette problématique des machines à café et de les rendre plus écologiques? Alors, je pense que c'est vraiment une question de sérendipité. Ça s'est vu comme ça. Il y a un certain nombre d'associations d'idées qui s'est faite rapidement. Un peu révolté devant les distributeurs de café qui proposaient des choses un peu de manière classique. Et c'est aussi l'idée de lutter aussi contre l'obsolescence programmée en proposant des machines sous location. Pierre, tu voulais dire? J'avais une question sur les capsules. C'est quoi alors le système? Alors l'idée c'est du café en grains, donc c'est pas une idée innovante en soi puisque ça existe déjà, mais l'idée c'est de revenir à ce modèle-là. Et même si effectivement Nespresso propose ces cafés et c'est très pratique, ça je dis pas. Maintenant l'idée c'est aussi de revenir à ce modèle un peu classique où on essaie de supprimer un peu le contenant pour venir à quelque chose
de plus quali en termes de produits, puisque c'est du café en grains. D'accord, donc il y a un moulin. D'accord. C'est ça. Et donc tu nous rappelles un petit peu la date de sortie du prototype en tout cas? Alors, date de sortie du prototype, ce sera mars 2018. D'accord. Et donc pour après, j'imagine que l'étude de marché est énorme sur ces sujets-là, que ce soit les gares, les entreprises, etc. Du coup, vers quoi tu souhaites t'orienter principalement? Alors, au début, ça va être d'abord les entreprises, les bureaux, parce que pour des raisons de commodité, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple de gérer la livraison et la collecte de marc de café. Et voilà, donc ça s'est fait simplement comme ça. Je vous rappelle, si vous voulez poser toutes vos questions aux intervenants ce soir, c'est #UpFactory sur Twitter. J'essaye de jeter un œil en même temps. Pierre, je me retourne vers toi. Comment est-ce que tu réagis un petit peu à ces 3 projets et à cet essor surtout de start-up, d'entreprises sociales qui se développent dans le secteur de l'alimentation aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est d'eux que viendra une vraie différence? Alors, le café, j'y connais rien. Donc là, j'ai du mal. Ça me paraît... il y a beaucoup de technologie et il y a surtout une concurrence que j'ai vraiment du mal. Je trouve ça vraiment valeureux, bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais j'ai du mal à appréhender l'ensemble des éléments avec cette partie industrielle qui est vraiment très très lourde, contrairement à vos deux startups ou vos 2 entreprises qui effectivement sont plus légères en termes de mise en œuvre. Moi, je crois à la mobilité, c'est-à-dire je crois à toutes ces petites entreprises. Je crois, alors petites, c'est pas petite au sens de la taille ou de ce qu'elles font, c'est que c'est la somme de ces entreprises qui font que ça marche et que ça bouge. Mais ça bouge pour une raison très simple, c'est que les gens bougent, c'est-à-dire vos clients, vos futurs clients, ceux qui sont là, ils sont convaincus. Donc c'est pas ceux-là, c'est pas grave, ceux qui répondent au sondage, qui mangent du bio, ceux-là, c'est pas eux qu'il faut convaincre. Il faut aller chercher les autres. Alors les autres, ils sont pas encore convaincus, mais ils sont quand même sacrément à l'écoute, parce que quand vous regardez les tendances, les sondages sur la manière dont aujourd'hui les Français analysent ce qu'ils ont dans leur assiette, avec les peurs, parce qu'il y a une grosse partie du boulot qui consiste aujourd'hui, me semble-t-il, à répondre aux peurs. Les gens ont peur. Les gens ont peur parce que dans leur assiette, ils ne savent pas. La sécurité alimentaire, personne ne va être empoisonné demain matin, ce n'est pas la question. Et la question à laquelle je pense toutes les startups doivent répondre, mais de manière vraiment précise, parce que ça va être une demande dans les années qui viennent. C'est pas la sécurité alimentaire de demain ou dans l'heure qui suit, je sais que je ne vais pas tomber malade. C'est est-ce que je ne vais pas tomber malade dans 20 ans ou dans 30 ans, ou que mes enfants vont tomber malades. Parce que c'est ça aujourd'hui, la centralité des préoccupations. Alors là, je ne dis pas des Français, parce que là, ce n'est pas les Français, c'est à peu près la moitié de la planète qui se demande, parce que là on a un effet de 30, 40, 50 ans, on voit bien arriver les effets de 50 ans d'agroalimentaire, et quand on l'a fait récemment, on est allé interviewer 2 professeurs, l'un à Saint-Louis, une gastro-cancérologue qui est à Saint-Antoine, franchement, là vous prenez vraiment peur. Donc je crois que toutes ces petites entreprises, elles vont répondre à plein de questions et de marchés possibles, avec une population qui est prête à prendre tout ce qui va faire en sorte que ça bouge, parce qu'ils ont envie de bouger, mais avec cette préoccupation que vous avez vraiment intérêt à ce que ça bouge dans un sens où on est de plus en plus en bonne santé. Je pense que ça, alors je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, il y a peut-être des choses qui font de la bonne santé, le comté, c'est sûr, c'est formidable. Donc je crois à un effet tradition, c'est sûr, ça ne bougera pas, le comté ne bougera pas. D'ailleurs, il y a une filière qui est extrêmement saine pour le comté. Et cette préoccupation santé, donc les algues, etc., je suis vraiment certain de ça. Merci. Anne-Charlotte, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les retoquer pour ces prochains mois? Donc une belle commercialisation, j'imagine, ces prochains jours. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, une belle commercialisation, donc des entreprises, des hôtels que ça intéresse d'acheter le produit. Vous, que ça intéresse d'acheter le produit sur mon site, etc. C'est que ça se vende, parce qu'en plus d'acheter au producteur un prix juste et de rendre l'entreprise viable, ce qui est quand même pas tout à fait un détail. À chaque fois que je vends 2000 sachets par mois, j'embauche une personne en insertion aussi. Donc voilà, ça décuple l'impact derrière. C'est vrai que ce qui est important à rappeler, tu fais aussi de l'insertion par l'activité économique. Et donc, pour retrouver les sachets, les retoquer, ton site internet dans un premier temps. Aujourd'hui, sur le site internet, oui, pour l'instant. Okay. Merci. Même question pour toi, alors, pour Palais Gourmet. Grossissement de la communauté ces prochaines semaines, ces prochains mois.
Alors, bon, effectivement, grossissement de la communauté, mais surtout du nombre de Pélicap. Donc, c'est le petit nom qu'on a donné aux personnes qui rapportent des produits, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de commander des bons produits direct producteurs. En revanche, on a plus de mal à trouver des gens qui rapportent les produits. Donc, ce qu'on peut me souhaiter à très court terme, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette salle profitent de leur prochain week-end en région pour aller sur Péligourmet. On a une carte de France avec tous les producteurs recommandés par la communauté. Vous n'avez pas besoin de connaître le producteur. Et vous pouvez ensuite rapporter les produits dans un point relais. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter à très court terme. Moi, j'avais juste une question. Si on n'est pas content des produits, il se passe quoi? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a déjà eu des gens qui ont apporté du rhum, des Antilles. La bouteille s'est cassée. Dans ces cas-là, nous, on est assuré chez Aviva, donc la personne est remboursée. Si en revanche, on trouve que le produit est mauvais, en fait, c'est comme sur tous les sites collaboratifs, on met une très mauvaise note à la personne qui nous a déniché ce produit. Et au bout de 3 mauvaises notes, la personne est virée du site internet parce qu'on estime qu'elle a soit menti. Blacklistée pour mauvais goût. D'accord, c'est bien, ça me paraît bien. Moi, j'aime bien ça. Une très mauvaise note, 2 étoiles, il faut quand même que ce soit un produit périmé ou qu'il y ait vraiment un problème. En plus, on est en pleine vacances scolaires, donc pour ceux qui n'auront pas pris cette semaine, mais la semaine prochaine et qui allaient dans d'autres régions que Paris, n'hésitez pas à ramener vos produits et à les inscrire sur Péligourmet. Alexandre, également, même question. Prochain mois, les prochaines étapes pour Kawabunga? Donc ça va être avancé sur le prototypage, évidemment. Voilà, faire en sorte que ça se passe bien, qu'il soit validé par les agréments, parce que c'est la conformité européenne aussi qu'il faut aussi soumettre à ça. Voilà, mais bon, ça va bien se passer. Hein. On te le souhaite en tout cas. Merci à tous les 4. Je propose qu'on les applaudisse. Et on sait que l'alimentation est un enjeu crucial et voilà, c'est de très belles solutions. On va retourner sur Kahoot, donc n'hésitez pas à vous y reconnecter. Je vous laisse regagner vos places avant que j'appelle les autres intervenants. N'oubliez pas également les feuilles d'encouragement qui vous ont été distribuées tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos conseils et recommandations pour Alexandre, pour Anne-Charlotte et pour Laure. Et à présent, j'appelle sur scène Félix Beaulieu, qui est le cofondateur d'Unpurpose France, qui accompagne celles et ceux qui veulent mettre leurs compétences au service des structures d'intérêt général. Tu es aussi membre du conseil d'administration du MOVE, si je ne me trompe pas. Carole, fondatrice de Like Ton Job, qui améliore l'orientation des collégiens grâce à l'expérience des professionnels. Toujours en fumée et en musique, Aurore, cofondatrice de Laou, qui accompagne celles et ceux, notamment les franciliens, qui veulent changer de vie et trouver un travail et une ville qui leur correspond. Et enfin, Victoria, tu es la fondatrice d'Infomless, qui lutte contre la précarité en fournissant une information claire sur les services fondamentaux accessibles à celles et ceux qui en ont besoin. Toujours le même principe pour leur poser des questions, #UpFactory sur Twitter. Et surtout, dans un premier temps, Kahoot, vous voyez le code qui s'affiche à l'écran 986553. Alors là, c'est un autre principe, c'est question de connaissances. On va évaluer vos niveaux de connaissances sur différents sujets. On attend donc que vous vous inscriviez en ligne avant de vous poser les 3 questions. Le principe est le même, 3 questions rapides, 30 secondes pour répondre à chaque fois sur le symbole dont vous pensez que c'est la réponse exacte. C'est parti pour les questions. Alors, première question. En France, à combien est fixé le seuil de pauvreté et combien de personnes vivent en dessous? C'est moins évident que le temps que vous passez à cuisiner par jour. Alors, réponse 1, 1008 € par mois pour une personne vivant seule et 8,8 millions de personnes. Réponse 2, 1153 € par mois, 8,8 millions de personnes. 1008 € par mois, 1,2 million ou 1153 et 1,2 million de personnes. Allez, 7 secondes, 5. Alors, 34 personnes qui pensent que c'est 1008 € par mois pour une personne seule et 8,8 millions de personnes. C'est la bonne réponse. En fait, 1153 €, c'est le taux du SMIC et non le seuil de pauvreté. Et 1,2 million de personnes, c'est l'augmentation en 10 ans du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc bravo aux 34 qui ont répondu juste. Question suivante. Juju qui était en tête. Bravo Juju. D'après une étude d'Harvard, quel est le principal facteur de bonheur? Réussite professionnelle, qualité des relations sociales, célébrité, réussite financière. Un peu plus facile celle-ci.
Je précise, c'est une étude d'Harvard assez intéressante, parce qu'en fait, ils ont étudié les personnes pendant 70 ans, donc ça a commencé dans les années 30, et ils l'ont clôturé il y a quelques années, 2014 si je ne me trompe pas, donc c'est inédit en termes de recherche scientifique d'avoir une étude d'aussi long cours. Alors, réussite professionnelle, relations sociales, célébrité, qualité de ces relations sociales, c'est évidemment la bonne réponse pour 61 d'entre vous. Une personne qui pense que c'est la célébrité, 5 la réussite financière et 5 la réussite professionnelle. On souhaite évidemment à la personne de devenir célèbre. À Kid B, à passer Juju pour prendre la tête de la réponse. Je précise que plus on répond rapidement avec la bonne réponse, plus on gagne 2 points. Hein. Dernière question. D'après des récentes études américaines, lequel de ces chiffres est vrai ? 60% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Les étudiants d'aujourd'hui auront changé 8 à 10 fois d'emploi avant leurs 40 ans, ou 10 millions d'emplois ont été détruits par la robotique aux États-Unis depuis l'an 2000, ou est-ce que c'est tous ces chiffres qui sont bons ? Allez, 5 secondes encore pour répondre. J'avoue qu'elle n'est pas évidente celle-ci. Et la bonne réponse, c'était... c'est celle qui a quasiment été le moins répondue. Un étudiant va changer 8 à 10 fois d'emploi avant ses 40 ans. En fait, ce n'est pas 60% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui, c'est 83%, donc c'est encore plus. Et la robotique, elle n'a pas détruit 10 millions d'emplois aux États-Unis, mais seulement, entre guillemets, 670 000. Ce qui est quand même déjà colossal. Donc bravo aux 7 personnes qui répondent juste. Et donc la victoire est pour, suspense insoutenable, Cathy. Bravo Cathy. On peut l'applaudir. Je me tourne vers toi Félix maintenant. Est-ce que tu as une réaction sur ce quiz, peut-être sur la dernière question, l'évolution du marché du travail ? Toi, je sais qu'avec On Purpose, notamment, tu agis pas mal là-dessus, sur la quête de sens au travail. Est-ce que tu veux réagir à ces chiffres ? Ce chiffre montre qu'on a vraiment besoin de faire évoluer les mentalités, notamment en France, où il y a quand même pas mal de processus de recrutement qui se font, où on va chercher quelqu'un qui a fait les études qui vont bien, qui va avoir les mots-clés qui vont bien sur son CV avant de le prendre pour un job. Comment est-ce que c'est compatible avec une société qui bouge autant et les personnes se projettent souvent dans leur projection de carrière selon ces modèles-là. Donc, il y a pas mal de mentalités qui doivent bouger. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, toi, tu as cofondé On Purpose France. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, comment fonctionne ce programme ? Oui. Alors nous, on répond à plusieurs besoins, à plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui du gâchis de talent. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses qui sont probablement stimulantes intellectuellement, qui leur apportent pas mal d'argent, mais qui ont besoin de donner du sens. Donc on va attirer des personnes qui ont des carrières fantastiques, par exemple dans des grandes boîtes de conseil connues mondialement. Mais on n'en prend pas que chez Accenture, on en prend aussi chez ses concurrents, il n'y a pas de problème. Mais j'ai donc plein d'autres multinationales, et tout le monde n'a pas la chance, comme Cédric, de travailler sur l'innovation sociale chez Accenture. C'est ça le truc. Ces personnes-là donc, nous rejoignent pour faire une transition de carrière et travailler dans l'ESS. Fondamentalement, c'est ça le programme. Ils vont avoir 2 missions de 6 mois dans 2 entreprises sociales différentes et un mini MBA toute l'année dans lequel ils vont se former à toutes ces questions assez complexes des entreprises sociales et aussi du mentoring et du coaching pour évoluer en tant que professionnel et en tant que personne. Donc voilà. Les autres problèmes auxquels on répond, c'est celui de la taille des entreprises sociales. Fondamentalement, ce sont des modèles géniaux qui sont hybrides, mais qui sont beaucoup trop petits. Donc on a des chiffres qui viennent de Londres, on n'a pas de chiffres encore à Paris, mais je pense que c'est équivalent pour avoir travaillé dans les 2 pays. Si vous prenez les 100 plus grosses entreprises à Londres qui sont cotées, et que vous prenez les 100 plus grosses entreprises sociales, la différence de taille, c'est un ratio de 1 à 20 000. Donc c'est beaucoup, c'est équivalent à, vous prenez une pièce de 1 euro, vous la mettez par terre, sur la tranche, et puis à côté, vous avez la colonne place de la Bastille, là, avec le génie doré tout en haut. Donc c'est ça sur lequel on travaille en fait. Et du coup, vous recrutez, c'est ça, tous les 6 mois, une promotion de personnes qui vont ensuite travailler dans les entreprises sociales, dans les associations. Pour les personnes, peut-être celles et ceux qui voudraient changer de carrière ou qui se posent des questions ici, où est-ce qu'on peut retrouver les informations ? Quand est-ce qu'est la prochaine promotion ? Une actu, c'est vrai, onpurpose.fr, onpurpose.org, on a changé, pardon, .org, enfin .fr vous y emmènera. La clôture, c'est lundi pour les prochaines, mais on va, comme d'habitude, faire une semaine d'extension pour les retardataires. Donc il y aura encore une dizaine de jours pour postuler.
Et on espère avoir autant de bons candidats que d'habitude pour pouvoir amener ces talents à travailler sur des sujets importants. Pas mal de choses à faire ce week-end, entre acheter les snacks des retoqués, s'inscrire sur Peli Gourmet, s'inscrire sur Unpurpose. Vous allez avoir un programme bien chargé. Toi, personnellement, du coup, c'est toi qui as lancé ce programme-là en France. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à te poser des questions sur justement cette quête de sens au travail? Pourquoi est-ce que tu t'es investi dans ce projet? Alors, moi, c'est venu un peu dans l'autre sens. Moi, c'était le sens, je savais qu'il allait toujours être là, mais j'étais plus fasciné par le directeur des campagnes mondiales de Greenpeace ou ce genre de choses. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à travailler au groupe SOS, en fait, mon entreprise actuelle. Et là, j'ai découvert un autre modèle d'organisation. J'ai découvert une autre façon de vivre même son quotidien de professionnel. On pouvait être très ambitieux, avoir cette envie de faire mieux, cette envie de faire mieux que les autres, qui est un peu classique du monde business classique, mais la canaliser au service de l'intérêt général. J'ai trouvé ça fascinant. Et en même temps, je voyais bien, en étant au cœur du système, le groupe SOS, donc je travaillais directement pour Jean-Marc Borrello et qui lançait le Move à ce moment-là, qu'on avait besoin de nouveaux types de professionnels pour travailler sur de nouveaux types d'organisations. Et j'ai travaillé à Londres où j'ai vu qu'il y avait ce programme que je trouvais très très bien. Je me suis dit que j'avais envie de le ramener à Paris. Voilà. Et d'ailleurs, donc à travers ce programme, il y a aussi la question de renforcer les compétences des entreprises sociales, des acteurs de l'ESS, d'une manière générale, des associations. Du coup, pour toi, c'est la condition, j'imagine, sine qua non à leur changement d'échelle, et justement pour créer un vrai impact sur notre modèle socio-économique et le développement de ces entreprises-là. Oui, il faut qu'elle change. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de gérer une entreprise sociale qu'une entreprise classique ou une association. On parle de triple bottom line. Voilà, quand on en a 3 à regarder et pas une seule, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà, pour faire grandir ces entreprises, il faut former les managers, aller chercher des personnes qui viennent de différents champs de l'économie. Donc il n'y a pas que des gens de grandes boîtes de conseil qui viennent chez nous. Il y a des personnes qui sont dans les ONG qui viennent chercher un peu la dimension business, même des personnes qui ont pu être fonctionnaires qui viennent chercher un peu les autres. Et à travers cette multiplicité des approches, on peut construire à terme des modèles innovants. On les fait évoluer en tant que professionnels, ce qui permet à ces organisations de changer aussi et de grandir surtout. Merci. Je me tourne vers toi, Aurore, puisque avec là où tu travailles sur des problématiques assez similaires, j'imagine que tu partages le même constat qu'aujourd'hui, on ne veut pas forcément vivre et travailler de la même manière qu'il y a 20 ans. Oui, je partage complètement ce constat. Chez Là où on est parti d'un premier constat qui est qu'il y a des gens qui sont pas très épanouis dans leur vie professionnelle, notamment en région parisienne et dans leur vie personnelle aussi, qui n'y trouvent pas d'équilibre. Et on s'est dit qu'une partie de cet équilibre, c'était d'être dans un cadre de vie meilleur, mais sans pour autant lâcher sa carrière. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, je ne sais pas si vous êtes concernés par cette question. Certains d'entre vous sont-ils des ex-provinciaux? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, donc il y en a quand même pas mal dans la salle. On dit souvent qu'on monte à Paris et du coup, par essence, qu'on redescend en région. Donc nous, on s'est dit, mais non, pas du tout. En fait, les gens qui sont venus à Paris peuvent aussi repartir en région et ils peuvent continuer leur carrière. Ils peuvent même avoir un meilleur poste, voire même un meilleur salaire. Breaking news. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse connaître ces entreprises qui sont dans les territoires, qui sont des startups innovantes, des PME en croissance, des grands groupes hyper sympas, hyper innovants avec des incroyables conditions de travail. Il faut qu'on les fasse connaître parce qu'eux, ils ont du mal à recruter et nous, on a du mal à quitter Paris. Pour des raisons de carrière. Donc, or, on peut s'éclater professionnellement en province. Donc, on a créé Là où, qui est un site web, laou.fr, qui permet de matcher votre envie de cadre idéal, votre métier, avec un territoire et une entreprise sur un territoire qui a envie de vous recruter. Voilà. Et donc, c'est une des thématiques qui a fait actu un peu il n'y a pas longtemps. Si vous suivez les déplacements de M. Macron, notre cher président, il a dit récemment en allant en Corrèze, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là qui font le bordel? Là, il ferait mieux de venir postuler ici parce qu'il y a du boulot. Et effectivement, en France, il y a une vraie problématique de mobilité professionnelle. Nous, on essaye de la résoudre en disant, dans les territoires, il se passe des trucs de fou, rejoignez-nous, vous allez être heureux, ça va être génial. Avec aussi un enjeu de redynamisation, c'est pas facile à dire, de certains territoires qui sont aujourd'hui en difficulté et qui peinent à attirer du monde et à recruter. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le développement de Là où?
Donc on en est à avoir un site web où il y a petit à petit des offres d'entreprises, donc des entreprises qui apparaissent sur lao.fr qui veulent vous recruter dans les territoires. Donc on avance petit à petit. L'un de nos gros enjeux à venir, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent. Voilà, et on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont dans une démarche de quitter l'Île-de-France, mais on a aussi des utilisateurs lyonnais qui veulent aller à Strasbourg, ou peu importe. Voilà, on fait aussi d'autres mouvements. Ouais. Je précise également qu'on peut y trouver des descriptifs ou des personnes qui commandent certaines villes de France qu'on ne connaît pas forcément pour donner aussi envie de venir s'y installer. Oui, c'est très communautaire. Nous, notre objectif, c'est aussi que les personnes se sentent accompagnées dans leur mobilité, parce que c'est un projet souvent long qui fait un peu peur. Et donc, le but, c'est que assez vite, on puisse dire ah bah, Claire, tu veux déménager à Brest, il y a déjà Johnny qui a déménagé à Brest, si tu veux, on te met en relation. Et du coup, on essaie de créer ça sur le site pour que ce soit simple d'avoir des interactions. On a eu notre premier apéro là où il n'y a pas longtemps, donc on était contents, parce que l'idée, c'est aussi de créer du lien entre des personnes qui veulent bouger et des gens qui sont déjà sur place. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Je vous rappelle un Twitter, #HubFactory, si vous voulez poser des questions à Aurore. Et si vous n'avez pas Twitter, peut-être tournez-vous vers votre voisin qui l'aurait éventuellement. Je me tourne à présent vers toi, Carole, puisque toi aussi, l'orientation et faire que chacun se retrouve à sa place, c'est ton défi, sauf que toi, tu t'adresses plutôt aux jeunes avec Like Ton Job. Je cite ici quelques chiffres que j'ai trouvés sur ton site internet. On a 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans qualification, et 2 millions de 15-25 ans qui se retrouvent sans emploi, sans formation et sans école. Donc on l'a vu à travers le petit quiz préalable que l'objectif, c'était de vous sensibiliser au fait qu'on a une société dont certaines inégalités augmentent, et que l'idée, c'est d'avoir des solutions qui permettent de ne laisser personne de côté dans notre société. Toi, c'est évidemment ton mandat avec Like Ton Job. Oui, alors moi je suis partie pour rassembler un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, de la thématique du parcours et de la thématique du sens, de la recherche de sens. Les chiffres que tu viens de citer, on pourrait en ajouter un, qui est qu'à peu près 40% des parents considèrent l'orientation comme subie. Et pour de nombreux enfants, malheureusement, le parcours scolaire s'arrête en fin de troisième, et à partir de là, c'est le scénario catastrophe. Donc je suis partie du constat, parce que j'ai 25 ans, 27 ans de parcours professionnel derrière moi, hors associatif, que dans mon parcours, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient mis au défi soit leur niveau social, soit leur niveau culturel, soit leur difficulté d'être sur un secteur où ils ne pouvaient pas forcément faire les études souhaitées, mais en tout cas qui ont relevé le défi pour réaliser le métier qu'ils souhaitent faire aujourd'hui. Et je me dis que toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer sont des véritables passeurs de passion, et qui sont tout à fait en capacité aujourd'hui de pouvoir juste, simplement, donner envie à ces jeunes collégiens qui ne trouvent aucun sens au travail scolaire, qui ont une vraie difficulté à s'investir sur des matières basiques qui sont quand même les clés pour pouvoir avancer, de juste mettre une perspective en scène, un objectif, un but, pour pouvoir avancer correctement et se donner les moyens de pouvoir grandir. Donc je mets en relation l'action de Like Ton Job, tout simplement, c'est d'être un stimulateur de parcours et d'utiliser un socle qui est essentiel pour se construire, qui est la transmission de passion et le gain de confiance en soi. Donc je reste, pour moi, complètement croyante en la matière humaine, complètement attachée à cette capacité de transmettre en verbal et en non-verbal auprès de jeunes. Donc c'est la mise en relation de ces passeurs de passion avec ces collégiens qui sont en quelque sorte assez fébriles encore dans leur parcours, pour le dynamiser, rendre cet avenir plus positif que ce qu'on peut leur présenter aujourd'hui, parce qu'on a plutôt beaucoup d'articles sur des scénarios catastrophes, sur des métiers qui vont être plus existants, sur on ne sait pas ce que sera l'avenir demain. Mais au fond, si vous rendez une personne suffisamment confiante en elle, suffisamment consciente de ses capacités, suffisamment créative, elle a toutes les chances de se propulser par la suite. C'est tout l'enjeu du programme Like Ton Job. Je te remercie. Et du coup, qui commence quand est-ce que tu vas justement mettre en relation ces collégiens avec ces passeurs de passion, comme tu les appelles, qui sont des professionnels de leur secteur? Alors c'est parti, puisqu'aujourd'hui, par le biais de l'inspection d'académie, je suis présente dans 3 établissements scolaires.
Nous avons déjà démarré avec des interventions de ces passeurs de passion dans le cadre de l'emploi du temps scolaire auprès de ces jeunes. C'est extraordinaire. On a mis un petit clem tout à fait basique, c'est-à-dire que le passeur de passion arrive avec un objet qui est apparenté à son métier, qui n'est pas un téléphone, pas un ordinateur, qui est quelque chose qu'il utilise couramment. Et à partir de ça, ce sont les jeunes qui mènent l'enquête pour trouver le métier. On est dans le questionnement, on est dans l'interrogation. On finit ces présentations par quelles sont les qualités nécessaires pour justement exercer ce métier. Et on travaille sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être énormément. Et il y a des choses merveilleuses qui se passent. On démarre dès la 5e. Donc là, il y a déjà 3 classes de 5e qui sont concernées. On démarre dès la 5e. Vous verriez la pertinence des questions posées par ces enfants. C'est bluffant. Donc aujourd'hui, vous avez une tâche supplémentaire à exécuter dans le week-end. C'est de vous inscrire sur le site de Light on Job pour devenir un passeur pas de poisson, mais de passion. Ça vous prend 2 heures par an. C'est pas énorme, c'est vraiment très facile et c'est témoigner de ce que vous avez appris, développé comme compétences personnelles et professionnelles tout au long de votre parcours. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Victoria. Donc, on l'a vu très aperçu avec les chiffres sur le seuil de pauvreté. On a des enjeux qui sont aujourd'hui colossaux pour favoriser l'insertion sociale. Toi, tu as fondé Infomless. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, les chiffres qu'on donnait tout à l'heure, c'est ceux du seuil de pauvreté, mais le chiffre aussi qui nous tient à cœur, c'est 143 000. C'est le nombre de sans-abri aujourd'hui en France. Il faut vraiment prendre un moment pour se représenter combien ce chiffre est insupportable aujourd'hui, en 2017, dans la 6e puissance mondiale. Chaque année, ce chiffre il augmente et chaque année, il n'y a rien qui change. Bon, évidemment, je ne vais pas prétendre résoudre le problème à moi toute seule, mais on peut déjà s'attaquer à pas mal de choses. Notamment, où manger, où se reposer, où poser ses bagages, où faire ses démarches. Toutes ces questions, on me les a posées plein de fois en maraude. Et puis, au final, je ne savais pas y répondre. Alors c'est pour ça que j'ai lancé donc Infomless, qui est une plateforme qui vise à centraliser toutes ces informations, les accueils de jour, les douches, les bagageries, les démarches administratives, afin de faciliter ce parcours de réinsertion. Et donc pour donner l'accès à ces informations qu'on recueille, qui sont de qualité et à jour, on a fait une plateforme numérique et on développe également une application et des bornes interactives. On peut se dire de prime abord que le numérique, est-ce que c'est vraiment la solution pour ces sans-abri ? Mais je crois qu'ils sont assez connectés. Hein. Oui, en fait, il y a beaucoup de préjugés sur les sans-abri. Et en réalité, il y a quand même 20% d'entre eux qui ont un smartphone. Le chiffre pour les migrants et les réfugiés est bien plus haut. Et puis, si on pose la question, en fait, tout simplement, le numérique est aujourd'hui incontournable. Vous imaginerez pas, vous trimballer sur vos smartphones. Eh ben, faut se dire qu'aujourd'hui, c'est une transition qui se développe dans toute la population. Et ils vont tous, au moins une fois par semaine, sur Internet, que ce soit dans les bibliothèques ou les accueils de jour. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie personnellement de te lancer dans ce projet Infomless ? Alors, quand je suis montée à Paris, comme on dit, j'ai venu faire une école d'ingénieur à Paris. J'ai été vraiment choquée par la précarité urbaine dans Paris et l'indifférence surtout des personnes. Les Parisiens, ils passent devant les sans-abri et ils ne s'arrêtent pas maintenant. C'est compréhensible. Mais moi, ça m'a tellement choquée que je me suis engagée dans l'associatif et j'ai fait des maraudes. Et donc, c'est vraiment de ce besoin concret que j'ai eu sur le terrain que j'ai fait Infomless. Et aujourd'hui, du coup, où est-ce que vous en êtes sur ce projet ? Alors, hier, dans la nuit, sans bruit, on a lancé la plateforme. Donc voilà, en avant-première, je vous invite à aller sur infomless.fr et à tester le site. Merci. Il faut l'applaudir, effectivement. Ouais. Donc voilà, je vous invite à tester le site, nous faire des retours sur la petite fiche, et puis pourquoi pas aider la personne sans abri que vous rencontrez tous les jours à côté de chez vous pour lui donner de l'information, parce qu'il existe des endroits aujourd'hui, il existe des solutions pour elle. Merci. Je me retourne vers toi, Félix. Comment est-ce que tu réagis là, à ces 3 projets qui ont été présentés, toi qui as quelques années maintenant avec On Purpose, sur cette question de l'orientation, de l'insertion sociale et professionnelle ?
Là, j'étais encore complètement dedans, en train d'essayer de visualiser l'ampleur du problème auquel s'adresse Infomless, par exemple. On parle de 143 000. Oui, t'as pas mentionné là, mais je suis allé sur le site. Il y avait aussi un truc sur l'accès aux droits. J'ai peut-être raté, mais c'est un truc qui m'a parlé aussi. Quand on sait le scandale que représente cette absence d'accès aux droits, enfin voilà, ça me touche. L'orientation, donc bonne chance pour ce projet et apporter plus de services, plus d'aide. Sur l'orientation, c'est clair que ça paraît très très loin quand on est à cet âge-là, le monde du travail. On entend juste des histoires de licenciements, de jobs qui n'existent plus, de parents qui ont été trahis, enfin des trucs horribles. Alors peut-être reconnecter, effectivement, me paraît très 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 important et ça m'aurait bien servi. En fait, à l'époque. Et donc bonne chance aussi. Et quant à là-où, ça me parle un petit peu moins, parce que moi, personnellement, une ville de moins de 5 millions de personnes, ça ne m'intéresse pas trop. Mais donc en France, c'est assez limité. Même Berlin, c'est limite trop petit. Mais je connais pas mal de personnes qui ne sont pas heureux nécessairement ici et qui sont plus heureux après avoir déménagé. On est restés amis, même s'ils sont loin. C'est un pays avec de bonnes infrastructures de transport, donc on a de la chance. Et bonne chance aussi. Tu as passé quelques années à Londres, hein, je précise aussi. Ouais, c'est ça. Toi qui es membre du conseil d'administration du Move, je le disais en introduction, on sait que parmi les missions donc, du mouvement des entrepreneurs sociaux, il y a celle de faire pression auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître l'entrepreneuriat social et faire changer d'échelle ces questions-là. Toi, face à des tels défis, que ce soit l'insertion sociale, l'emploi, l'orientation des jeunes, on peut se dire que c'est des missions a priori plutôt régaliennes et publiques. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que c'est vraiment aux entrepreneurs de s'emparer de ces défis-là? Est-ce que ça ne signifie pas un manque de la puissance publique sur ces enjeux? Ça signifie certainement un manque de la puissance publique. Et effectivement, à travers le Move, j'essaye de voir quelles sont les façons dont on peut travailler avec eux pour faire évoluer la législation, pour soutenir plus ce type d'initiative. Pour avoir assisté à quelques commissions récemment, je reprends contact avec la réalité de ce type de, le vitesse de mouvement de ce qu'on peut espérer. Alors, sans même, c'est le système qui est conçu ainsi, ce qui fait qu'au final, les entrepreneurs sociaux c'est vraiment eux qui sont à la pointe de voir quels sont les problèmes, quelles sont les potentielles solutions à apporter et ensuite de les implémenter. Les entrepreneurs sociaux, ils sont à la croisée du monde du public, l'État, business et associatif. Et ils sont au milieu là pour aller amener des idées, aller les diffuser d'un côté, de l'autre, faire collaborer les gens dans ce milieu qui est le plus intéressant des domaines. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment crucial pour faire avancer les choses. On voit bien durant tout le XXe siècle que le pouvoir est passé aux entreprises. Donc voilà, sauf que le XXe siècle a été celui des entreprises pas nécessairement très responsables. Le XXIe va juste être, maintenant qu'elles ont le pouvoir, ces entreprises, ces entrepreneurs, amener un changement positif sur la société. L'entreprise du XXIe siècle sera sociale ou ne sera pas, pour citer Jean-Marc Borrello, qui est mon patron. Je me tourne vers toi, Aurore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour là où ces prochaines semaines, ces prochains mois? Quelles sont tes prochaines étapes? Nous, on peut nous souhaiter plein de gens qui déménagent, qui changent de région, qui quittent Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur laou.fr. Et puis surtout, ce qu'on peut nous souhaiter, nous, c'est de participer à notre petite échelle à changer l'image des régions. Effectivement, on passe sûrement plus de temps à Clermont-Ferrand à cuisiner, pour la simple et bonne raison qu'on met 10 minutes à rentrer chez soi, y compris quand on a un job hyper passionnant qui nous fait travailler jusqu'à 19h30. On arrive à 19h40, donc c'est canon. Et du coup... changer l'image des territoires, c'est difficile en France. Et nous, on a notre ambition, c'est effectivement de montrer qu'on fait des soirées, qu'on s'amuse en fait en région, we have fun, voilà. Qu'on monte des startups de fous, qu'il y a des accélérateurs, y compris sociaux, tellement il y en a, qu'il y a beaucoup de business à faire, qu'il y a des régions qui sont très business friendly, qu'il y a des entreprises extraordinaires, qu'on peut avoir accès très facilement et pour moins cher et à des activités culturelles et sociales, et qu'on profite beaucoup plus des gens parce qu'on ne met pas 50 minutes à aller les retrouver et 50 minutes après à rentrer chez soi. Et du coup, vraiment casser l'image des régions qu'elles ne sont pas dynamiques et qu'elles ont un cadre de vie sympa, mais un peu pour les vieux. Non, en fait, c'est cool. Et du coup, pour tous les trentenaires qui veulent partir et qui veulent s'installer, ne vous sentez pas coupés. Vous pouvez faire carrière partout.
Voilà ce qu'on peut nous souhaiter. Merci. Et donc, pour pas mal de témoignages là-dessus, rendez-vous sur lao.fr. Carole, idem pour toi. Donc, cette première année d'expérimentation de Like ton Job, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochains mois et puis la rentrée prochaine, sans doute? Oui, alors là, on a 3 collèges qui sont avec nous. L'idée, c'est d'être présent l'année prochaine dans les 29 collèges d'éducation prioritaire. Donc, ça veut dire avoir une population autour de nous qui se mobilise en tant que passeur de passion et qui ait envie justement de transmettre à ces jeunes. Transmettre véritablement ce qui vous attache, ce qui fait que le matin vous vous levez avec bonheur pour aller bosser, ce qui vous anime dans votre quotidien, ce qui fait que vous n'avez pas le même métier que la personne qui est à côté de vous parce qu'elle n'est pas la même personne que vous. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est véritablement étendre cette communauté de passeurs de passion et se dire et révéler que en fait, le lien social existe toujours, la capacité à transmettre aussi, et qu'on a une valeur humaine forte sur laquelle on peut s'appuyer. Merci beaucoup, Victoria. Même question, même exercice. Prochaine semaine pour Infomeless, prochain mois. Alors nous, ce qu'on veut, c'est être utile partout. Donc aujourd'hui, on est implanté à Paris, Bordeaux et Nantes. Et on voudrait pouvoir être utile partout où il y a le besoin. Donc potentiellement international. On parlait tout à l'heure d'ambition dans l'entrepreneuriat social. Donc c'est pour cette ambition qu'on a fondé Solinium, qui est une organisation qui fait des solutions numériques pour le secteur de l'action sociale pour en augmenter l'efficacité. Donc on a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions dans les années à venir. Merci. Et Félix, également toi aussi pour Une Purpose, prochaine semaine, du coup recrutement de la prochaine promotion, c'est ça? Exactement. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que c'est un programme qui dure 1 an et qui est rémunéré. Donc faire un MBA, c'est un espèce de MBA avec des missions rémunérées, c'est une occasion unique. Et donc là-bas, il y a Christian, Marion, Corinne qui se cache et Marie. Si vous pouvez lever la main juste un instant, voilà, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez aller les voir. Ils participent au programme ou y ont participé. Et je souhaite, j'espère, avoir une bonne dizaine de candidatures suite à ce soir. Un de plus. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. On peut les applaudir, je pense. Encore une fois, n'oubliez pas de remplir vos feuilles d'encouragement qui vous ont été déposées sur vos sièges. On va arriver à la dernière partie de cette soirée avant le cocktail que vous attendez tous impatiemment. Après cette dernière partie, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas agir puisqu'on va vous montrer des solutions efficaces, simples d'utilisation pour que vous puissiez agir à votre échelle et pour les causes que vous jugez justes. Pour en parler et avant de vous sonder toujours sur Kahoot, donc n'oubliez pas de vous connecter, je vais appeler nos derniers intervenants du soir. Eric Boniface, qui est associé et directeur des opérations chez Microdon. Delphine Drose, fondatrice de Label Empreinte, un guide innovant qui nous aide à choisir des fabricants engagés. Maxime Moreau, fondateur de Yels, qui vous permet de soutenir des associations en consommant localement près de chez vous. Et Sophie, qui est la cofondatrice de Kilomètres for Change, avec qui courir devient un acte solidaire grâce à une simple application. Merci à tous d'être ici. Dernier Kahoot de la soirée, identifiant toujours affiché à l'écran 7043989. On vous laisse tous vous connecter pour les 3 dernières questions. On va vous interroger sur vos actes solidaires. Alors, cette partie, on l'a intitulée « Des petits gestes pour des grands changements ». Dernière fois que vous avez réalisé une action solidaire, c'était aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a quelques mois, jamais. 30 secondes pour répondre. Alors, 32 il y a quelques jours, 16 aujourd'hui, bravo. 16 il y a quelques mois et 16 jamais, que je ne félicite pas. 5, pardon, 5. Désolé, autant pour moi. Question suivante. Quel est le principal frein, il manquait un frein, quel est le principal frein à l'engagement selon vous ? Le manque de temps, le manque d'argent, trouver la bonne cause ou le manque d'impact des actions individuelles. Alors, principal frein. 27, manque de temps. 21, trouver la bonne cause. J'espère qu'on vous en aura montré quelques-unes ce soir sur lesquelles vous pouvez agir. Et 12, sur le manque d'impact des actions individuelles. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Dernière question de ce Kahoot et de la soirée. Quel est, selon vous, le principal levier de changement sociétal par les citoyens ?
comment est-ce que vous aurez, à votre avis, le plus d'impact? Par le don, la consommation, le bénévolat ou l'entrepreneuriat, comme celles et ceux que vous découvrez ce soir? 34 pour la consommation, un seul pour le don, et 18, 15. Merci à tous d'avoir participé à ces petits quiz, et je vais me tourner de suite vers Eric. Donc toi, tu es associé directeur des opérations chez Microdon. Vous êtes pionnier en France de ce qu'on appelle le micro-engagement. Donc comment est-ce que chacun peut agir à son échelle? Et vous avez, je crois, collecté plus d'1 million d'euros l'année dernière que vous avez pu reverser à des associations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de Microdon et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'histoire de Microdon, c'est l'histoire d'une copie de quelque chose qui marche très bien ailleurs. Hein, c'est pas mieux que ça. C'est un principe que je vais expliquer juste après, qu'on a copié de ce qui se fait beaucoup en Amérique latine, dans les sociétés latines, et puis un petit peu dans le monde anglo-saxon. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye d'intégrer la solidarité, la générosité dans le quotidien, dans des gestes très très simples. Et pour ça, on conçoit, on met en œuvre des programmes de micro-dons, donc des programmes qui permettent de faire des tout petits dons très facilement dans des gestes du quotidien. Et vous allez retrouver ça aujourd'hui en France dans des enseignes de distribution, où on va vous proposer, quand vous faites vos courses, par exemple, d'arrondir vos achats à l'euro supérieur pour faire un compte rond, et puis de donner les quelques centimes ou dizaines de centimes en plus à l'association que le magasin soutient dans son secteur. Vous allez retrouver ça dans le monde de l'entreprise, parce qu'on décline ces programmes aussi dans l'univers RH, où on va construire avec les entreprises et les associations, leurs associations partenaires, des programmes pour permettre aux salariés qui le souhaitent de laisser les centimes de leur salaire chaque mois. Voilà, ce type de programme où on insère des petites opportunités de dons et de générosité dans le quotidien. Peut-être quelques exemples d'enseignes dans lesquelles nous, on peut faire l'arrondi en caisse? Ouais, surtout que c'est bientôt la période de Noël, donc si vous voulez aller faire des cadeaux chez Nature et Découverte, Maison du Monde, Sephora, si vous allez acheter des habits chez Bonobo ou chez Jules, par exemple, vous allez retrouver ça. Il y en a beaucoup d'autres et je ne les cite pas tous. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Merci. Alors, peut-être un petit commentaire sur les chiffres et le quiz là, qu'on a fait avec le public ce soir. Peut-être sur les freins à l'engagement, les deux principaux, c'était manque de temps et trouver la bonne cause. Du coup, ça vous répondez, vous notamment, au manque de temps, puisque ça nous prend pas plus de temps que celui de payer ses courses, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de paradoxes, donc il faut faire toujours attention à ce qu'on lit dans ce genre de quiz. Typiquement, la difficulté à trouver la bonne cause, c'est une anecdote assez amusante, je trouve, que je peux vous raconter, qui est que quand on fait des sondages auprès du grand public, comme on a fait là, les gens vont toujours répondre que c'est très très important pour eux de choisir une cause, de savoir à qui ils donnent, que ce soit pour quelque chose auquel ils croient, etc. Et puis quand on interroge exactement les mêmes personnes après qu'ils aient fait un don, par exemple un arrondi à la caisse, et 99%, c'est extrêmement rare qu'il n'y en ait pas un c'est extrêmement rare qu'il y en ait un qui se rappelle, alors qu'on lui a dit, où va le don et quelle était l'association. Donc les gens sont toujours là pour dire oui, c'est très important, c'était voilà, je suis content de l'avoir fait. Bon, merci pour la cause super importante. Donc bon, c'est une petite anecdote, il y a des paradoxes un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu voulais que je commente exactement sur le sondage? C'était ça, tout à fait. Et puis sur le manque de temps, vous, du coup, c'est ce que vous avez intégré parfaitement dans votre solution. Oui, c'est ça. Alors nous c'est un petit geste parmi, j'espère, plein qui sont possibles, sur lequel on développe nos programmes depuis quelques années maintenant. Ça correspond à des tendances, à des modes de vie, à une génération nouvelle aussi. Il se trouve que le don un petit peu traditionnel que pratiquent les grandes associations, les associations moyennes comme on le connaît, c'est des formes de dons qui correspondent pas à la génération Y, à la génération des millennials. Hein. Très très peu de millennials font des chèques en papier, en découpant sur des pointillés des bordereaux. Ça n'existe plus trop et donc ça paraît un petit peu bête, mais pour les associations, il y a un énorme sujet qui est de renouveler, de trouver des moyens de toucher les plus jeunes, les nouvelles générations sur les formes de dons. Et puis on va retrouver sur le manque de temps, typiquement dans les univers urbains, comme on parlait sur la table ronde juste avant, il y a ce côté speed qui va vite. On a envie de pouvoir faire les choses de manière spontanée. Donc notre proposition de faire des tout petits dons très facilement fonctionne bien.
Du coup, vous êtes plutôt implanté dans les zones urbaines, c'est ça aujourd'hui, et même les entreprises que vous accompagnez sur l'arrondi sur salaire, dont tu disais un mot tout à l'heure, qui permet de reverser les centimes de sa fiche de paye à des associations, ça va plutôt être vers des grandes entreprises situées en ville, c'est ça? Alors, ouais, non, pour le coup, je vais nuancer un petit peu. Forcément, l'arrondi en caisse, où on va aller toucher des enseignes qui ont des parcs de 250, 300, 400 magasins, elles vont implanter leurs magasins là où il y a du passage, donc on va retrouver forcément des zones en général un petit peu urbanisées. Après, l'arrondi sur salaire, c'est un programme qui n'a rien à voir. Il y a plus de 200 entreprises aujourd'hui qui ont lancé ça avec nous. Et ce n'est pas spécialement des entreprises situées à Paris. En fait, on a regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a des donateurs du don sur salaire dans tous les départements de France métropolitaine. Et donc, c'est très cool. Et justement, tu en disais un petit mot tout à l'heure, mais on a l'habitude de grosses campagnes publicitaires avec affiches ou spot choc ou grosses campagnes télévisuelles. Aujourd'hui, tu dirais que l'approche de micro-don et de ce micro-engagement complète ces traditionnelles campagnes de dons ou plutôt que c'est plutôt à l'avenir des méthodes simples et designées pour les utilisateurs qui vont être les plus efficaces? Je pense que c'est des choses complémentaires. Les grandes campagnes choc dont tu parles, ça va être généralement porté par des grandes organisations sur des causes à très long terme ou sur des catastrophes, des drames qui se sont produits récemment pour fonctionner un petit peu dans l'urgence, récolter beaucoup de fonds. Donc ça, c'est des choses qui vont bien sûr continuer à exister. Nous, ce qu'on essaie de faire de manière très très modeste, c'est d'ajouter des opportunités supplémentaires, de parler à ceux, les plus jeunes, les gens dans un autre état d'esprit pour qui le don un petit peu à l'ancienne, le prélèvement automatique, toute sa vie à la même association sans changer, le chèque qu'on découpe uniquement au moment de Noël, etc., ça ne correspond pas. Donc on ajoute un petit quelque chose de nouveau. Et puis ce que j'aimerais dire sur tout ça, c'est que les mécaniques que je vous raconte, c'est les dispositifs qu'on met en place, mais c'est surtout un petit prétexte, parce qu'en réalité, le vrai but derrière tout ça, bien sûr, il y a l'idée d'amener un nouveau canal de financement aux associations d'intérêt général, mais c'est avant tout de créer des liens nouveaux entre des entreprises, leurs collaborateurs, que ce soit en magasin ou dans la vie en entreprise, et des associations, d'aller nouer des partenariats un petit peu nouveaux, créer des passerelles, brouiller un petit peu la frontière entre la vie en entreprise et le travail, et puis le sujet de l'engagement, des causes auxquelles on veut s'identifier et participer. Voilà, c'est avant tout ça. Merci beaucoup. Je me tourne vers Sophie, puisque le concept de Kilometer Change s'adresse aussi aux citoyens. Alors c'est simple, on ouvre une appli, on court et ça nous permet de donner, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, Chem4Change, c'est juste une application mobile qui permet aux coureurs, quel que soit leur niveau, en dehors de toute considération de performance, d'aller courir et de transformer leurs kilomètres en dons pour des associations et des projets associatifs via le mécénat d'entreprise. Donc on connaît l'explosion actuelle du running, notamment à Paris, mais j'imagine pas uniquement. On permet juste aux coureurs d'ajouter de la solidarité dans cet acte qui n'est pour l'instant qui n'est à la base que sportif. Merci. Et aujourd'hui, à qui on peut donner via Kilometer Change? Alors, on a plus d'une quinzaine d'associations qui ont déjà été soutenues via l'application et ça continue encore. On a tout type de projets, tout type de taille d'associations, ce qui va du Secours populaire français, à Solidarité internationale, à une association qui s'appelle Les Petits Doudous, qui permet aux enfants qui sont hospitalisés de faciliter l'hospitalisation des enfants via des jeux interactifs. Et l'application, est-ce que vous l'avez pensée comme une application de dents ou comme une application pour les runners pour que ça leur soit utile, j'imagine, à chronométrer leurs courses, leurs kilomètres, etc. Finalement, notre communauté, c'est plus des coureurs qui n'ont pas forcément envie de participer à une course, qui ne sont pas forcément à la recherche de la performance, mais qui ont envie de se remettre à la course à pied. Ça va être une motivation supplémentaire, ou qui courent tous les dimanches et pareil, ça va être une motivation supplémentaire à se lever le dimanche matin. J'imagine. Je me retourne vers toi, Eric. On a une petite question Twitter sur l'arrondi sur salaire dont Chippy Blonde et Gotrip n'avaient jamais entendu parler. Un salarié peut-il être à l'initiative de l'arrondi sur salaire, y compris dans la fonction publique? Alors, un salarié peut être à l'initiative de l'arrondi sur salaire. C'est déjà arrivé dans plusieurs cas, surtout dans des salariés qui gagnent des concours d'innovation interne
d'innovation pour la vie en entreprise, etc. Et qui derrière, grâce à la visibilité de leur idée, de leur petite victoire interne, arrivent à porter ce projet. Puis après, on les rejoint, puis on met tout ça en place ensemble. Dans la fonction publique, c'est particulièrement compliqué. C'est un sujet qu'on a commencé un petit peu à toucher du doigt, que je ne maîtrise pas très bien. Donc s'il y en a qui font de la paye de l'organisation publique, ils vont sans doute dire que je dis des bêtises, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais c'est particulièrement complexe. Et donc aujourd'hui, on a démarré quelques projets qui n'ont pas trop abouti. D'accord, donc pas encore pour la fonction publique, mais... Pas encore, mais j'y viendrai peut-être tout à l'heure. On travaille sur d'autres thématiques que le don sur salaire, sur le don de temps et le temps partagé en général. Donc c'est peut-être des choses qui correspondront plus. Merci. Maxime, toi tu es le cofondateur de YELS et toi aussi tu renforces le don aux associations, sauf que toi tu t'es concentré sur l'échelon local. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de YELS ? Oui, donc en fait, YELS, le principe, c'est de mettre notre consommation au service de la citoyenneté locale. Donc le principe, c'est une application mobile qui va vous permettre de voter pour des projets associatifs locaux et qui seront financés grâce à une cagnotte associative alimentée par des commerces de proximité. Et donc pour pouvoir voter, il faut aller chez des commerces de proximité. Donc c'est vraiment dans un principe de développement économique et social local. Ça peut s'adresser à peu près n'importe quel type de commune. Et c'est pour répondre notamment à l'enjeu de développement du pouvoir citoyen. Beaucoup de citoyens aujourd'hui se sentent un peu démunis parce qu'ils votent qu'une fois tous les 5 ans. Et aujourd'hui, effectivement, la consommation, c'est un réel vote. Les gens en prennent de plus en plus conscience et on pense qu'il faut que ça continue dans ce sens-là. On l'a vu d'ailleurs dans le petit quiz préalable que les principaux leviers de changement selon les citoyens, c'était la consommation qui était arrivée en première position. Je crois qu'aujourd'hui, YELS était bien implanté dans la commune de Clamart notamment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a fonctionné ? Donc, dans la commune de Clamart, très simplement, on a 15 commerces partenaires en fait. Et donc, lorsque vous allez chez ces commerces partenaires, vous appuyez sur un petit bouton quand vous êtes chez ces commerces. Vous allez récolter des votes que vous allez pouvoir... Et ensuite, vous avez 2 projets. Vous sélectionnez sur quel projet vous avez envie de reverser vos votes. Donc, c'est tout simple. Chaque mois, les commerçants financent la cagnotte et à la fin du mois, nous, on solde la cagnotte et on finance les associations. Donc, on a financé 6 associations pour l'instant. On a commencé début juin et à hauteur de 1 350 €. Et là, on va continuer. Et on a des commerçants qui vont nous rejoindre encore dès décembre. Donc, on est content. J'imagine. Delphine, toi, tu es la fondatrice de La Belle Empreinte. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, toi aussi, sur le volet consommation. Oui, une bonne nouvelle de plus ce soir pour les 27 personnes qui disaient qu'elles n'avaient pas le temps de faire des bonnes actions. Donc, vous pouvez faire une bonne action à chaque fois que vous achetez un objet en utilisant La Belle Empreinte. Donc, La Belle Empreinte, c'est un guide innovant qui vous permet de choisir les fabricants qui créent une terre plus belle, des emplois épanouissants et des produits sains et solides. Alors, le constat de départ, il commence à être bien connu, c'est les modes de production ont beaucoup évolué sur le siècle dernier et aujourd'hui, pour produire les biens qu'on utilise tous les jours, il y a une pollution immense qui est générée. Par exemple, le textile serait à l'origine de 20% de la pollution des eaux dans le monde. Les emplois qui sont créés ne sont pas toujours dignes, surtout dans les pays en voie de développement. Et les produits qui sont créés ne durent pas forcément le temps qu'ils devraient pour un usage normal. Et donc, La Belle Empreinte, c'est un ensemble d'outils qui vous aident à identifier les fabricants vraiment engagés pour ne pas tomber dans le risque du greenwashing. Alors, il y a un outil pour les gens qui n'ont pas le temps et il y a des outils pour les gens qui ont plus de temps. Alors, l'outil pour les gens qui n'ont pas le temps, c'est La Belle Liste, qui est une liste de produits sur laquelle La Belle Empreinte a fait une revue qui permet une revue des labels et des bonnes actions, des engagements qui sont mis en place par l'entreprise, qui permet de certifier qu'elle est au-delà d'un minimum d'engagement grâce à un système de points qui est associé à chaque label et chaque engagement mis en place par l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de valoriser le fait qu'il y a différents modèles d'engagement social possibles pour les entreprises. Il y a d'autres outils pour les gens qui ont plus de temps et qui veulent plus retrouver la saveur de la connaissance de l'origine de leurs objets. Donc notamment La Belle Source, qui est un site internet à venir dès la semaine prochaine, qui indique quelques critères clés
à prendre en compte lorsqu'on veut respecter les principes de développement durable par catégorie d'objets. Parce que sur chaque catégorie d'objets, il n'y a pas forcément les mêmes critères qui sont prioritaires à prendre en compte. Et enfin, la belle étiquette. J'ai un exemple ici pour montrer que c'est une étiquette plus grosse que la normale qui explique en détail la contribution au développement durable de l'objet que vous avez acheté, donc qui sera présent à la fois sur le produit et en e-commerce sur les sites de vente. 3 outils donc, pour évaluer la contribution au développement durable des produits. Toi, comment est-ce que du coup, tu construis ce label empreinte? Quels critères tu prends en compte? Alors, l'idée très importante, c'est de fournir une vue globale. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on prend en compte que l'un des critères, par exemple le critère environnemental ou le critère CO2, on peut être amené à faire des mauvais choix. Sur l'exemple du textile, par exemple, je pourrais choquer certaines personnes en disant que la question du réchauffement climatique n'était pas la question prioritaire. Par exemple, quand on regarde le bilan carbone d'une personne, la question des vêtements représenterait peut-être 1 ou 2%. En revanche, la question des conditions de production est absolument fondamentale. La question de la pollution créée par les produits chimiques dans les eaux, par exemple, est aussi une question fondamentale. Donc c'est important d'avoir une vue globale pour éviter de donner à des petits points une importance trop importante. Donc je fais un travail en fait pour associer à chaque label et à chaque action implémentée par l'entreprise, possiblement dans un secteur donné, un ordre de grandeur de points qui signifie son importance par rapport à la catégorie de produits. Et dernière question que je pose la même à Maxime et à Sophie. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans ce projet et d'agir sur la consommation des citoyens? Alors c'est principalement mon expérience professionnelle précédente, parce que j'étais amenée à travailler sur les questions environnementales, à faire des modélisations, et donc je me suis rendu compte qu'on pouvait vite avoir des fausses idées, c'est-à-dire à vouloir changer un critère, en changeant un élément, on pouvait améliorer un critère et en dégrader 3 autres. Donc c'était important d'avoir une approche scientifique et réelle. Et une deuxième chose, c'est j'ai eu de l'expérience de travailler sur les sites de production dans des pays en voie de développement en Afrique et en Asie. Et donc à chaque fois que je voyais un objet fait en Chine, fait en Afrique, je m'imaginais les conditions de production et ça me donnait pas forcément très envie de l'acheter sans avoir de garantie supplémentaire. Toi, Sophie, sur Kilowatts for Change? Nous, c'est très simple. En fait, on est 4 cofondateurs de KM for Change. On était 4 coureurs, on l'est toujours d'ailleurs, 4 personnes engagées plus ou moins dans l'associatif, à avoir essayé de courir solidaire en collectant auprès de son entourage pour une course en particulier. Et découvert les limites de ça, parce que quand on le fait 1 fois, 2 fois, la 3e fois, même la grand-mère, elle finit par dire « t'exagères ». Et puis on se rendait compte aussi de l'autre côté qu'en entreprise, il y avait un vrai besoin à la fois de team building, c'est un mot vachement à la mode dans l'entreprise, et à la fois aussi d'engagement auprès de causes qui leur sont chères. Et c'est de là qu'est née l'idée de KM for Change, qui met en relation du coup ces coureurs qui ont envie de courir solidaire régulièrement et ces entreprises qui ont envie de s'engager encore plus. Maxime. Et nous, en fait, ça a été vraiment de se dire, il y a peut-être une meilleure manière de communiquer pour les commerces, les enseignes, et en même temps d'apporter un pouvoir aux citoyens sur le développement économique et social de sa ville. C'était le mélange des deux. Eric, du coup, comment est-ce que toi tu réagis à ces projets, vous qui avez une expérience assez conséquente maintenant dans le micro-engagement et le don aux associations? J'imagine bonne nouvelle de voir tous ces projets qui se créent pour également augmenter les ressources des associations. Ouais, bonne nouvelle. C'est la réaction qui me vient tout de suite. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces domaines-là, donc je ne vais pas apporter un regard d'expert ou de conseil. Mais je trouve que c'est génial. On retrouve, je trouve, des tendances très profondes qui sont à l'œuvre autour de la démocratie locale et de comment on remet des notions de choix sur des petites échelles, comment on fait participer ceux qui veulent participer à des choix et peut-être des engagements et des participations derrière. On retrouve avec KM for Change un sujet que pour le coup je connais un petit peu mieux, qui est le mécénat. Qu'est-ce que c'est que le mécénat des entreprises? Et en fait, c'est un truc qui est en train de se transformer de manière radicale. Il y a quelques dizaines d'années, c'était quelque chose qui était très vertical. Il y a même une expression dans la langue française pour ça, c'est ce qu'on appelait la danseuse du président.
Le mécénat, c'était une expression qu'on retrouve à droite à gauche. Et pour le mécénat, ça désigne un petit peu en entreprise le fait que ça a été avant le choix arbitraire, autoritaire du grand chef qui décide de soutenir tel orchestre ou tel club de foot ou telle association qui fait un travail sur telle cause. Et en fait, c'est en train d'exploser, et le mécénat est en train de se fracturer complètement et de devenir quelque chose de beaucoup plus horizontal, avec une demande des personnes en entreprise, des salariés, de participer, d'avoir des choses qui leur permettent de déborder du travail stricto sensu, d'avoir des petits actes, des petites connexions, des petits liens avec des projets, des causes différentes. C'est le sens de ce que nous on essaye de créer avec nos programmes partenariaux autour de petits dons sur le salaire, mais c'est, je pense, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'idée de faire se rejoindre des entreprises et puis des équipes de coureurs où on peut imaginer plein de choses. Donc ça, c'est génial. Et puis sur les labels, moi je connais pas trop les labels, mais je trouve ça génial parce que ce que je peux dire, c'est que le sujet de la consommation, je crois que c'était dans une des questions, la consommation, c'est un pouvoir énorme sur les entreprises qui fabriquent des produits pour des acheteurs. D'ailleurs, on le retrouve parce que dans toutes les entreprises, quand on fait un travail sur un produit, on se demande qui est notre cible, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il faut lui faire. Donc, plus il y a d'expression de ses envies et de ses besoins, plus ça va marcher. Et nous, on voit passer des chiffres incroyables sur à quel point, pour les acheteurs dans le retail, dans les enseignes de distribution, l'identité des marques et ce qu'on sait de leur engagement ou de leur impact sur leurs parties prenantes, à quel point c'est important dans les décisions d'achat. Donc j'ai oublié le chiffre, donc je vous le citerai avec plaisir, mais c'est des trucs colossaux à 2 chiffres sur lesquels les marques se préoccupent beaucoup. En fait, ça compte, quoi. Et qu'est-ce qui manque justement encore selon toi pour créer un véritable raz-de-marée du micro-engagement et, comme c'est indiqué sur le site du Microdon, faire de ces petits ruisseaux des grandes rivières? Eh ben, je sais pas. Parce que sinon, je pense qu'on serait à fond en train de le faire. Qu'est-ce qui manque pour en faire un raz-de-marée? Écoute, je pense que c'est des changements de fond. Il y a des choses qui mettent des décennies, d'autres des centaines d'années, auxquelles, à un instant donné, personne ne croit. Je pense que s'il y a 300 ans, on avait dit aux gens, vous savez, on pourrait imaginer un système où chacun donne son avis tous les 5 ans pour choisir le roi, ça n'aurait pas trop marché. Et puis, s'il y a 40 ans, on avait dit, vous verrez, dans 40 ans, je ne sais plus quel est le chiffre, mais 70% du papier est récupéré, puis on en refait du papier. Les gens disent, non, je ne pense pas, non, personne n'a envie de faire ça chez lui. Et en fait, finalement, c'est advenu. Donc il y a des gestes comme ça, on ne peut pas forcément les deviner, mais il faut flairer les bonnes tendances, essayer de les développer. Et voilà. Question pour toi, Delphine. Où trouver le guide de la belle empreinte? Donc, tu as dit bientôt le site internet qui va sortir. Internet, la semaine prochaine. Vous pouvez prendre des flyers à la fin qui vous indiquent l'adresse. Donc labelleempreinte.fr à venir. Et puis à long terme, donc là, pour l'instant je suis en train de finir la phase de prototypage, et si ça vous intéresse de rejoindre, il y a des groupes de consommateurs pour comprendre vraiment les besoins et qu'est-ce que vous attendez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez laisser votre mail sur les petites feuilles, ce sera un moyen. Voilà, bon rappel, remplissez les feuilles d'encouragement surtout. Du coup, pour les prochaines semaines, sortie du site internet et fin de la dynamique de prototypage, et puis ensuite comme beaucoup d'entreprises, je recherche des financements pour continuer le travail de recherche qui est nécessaire pour produire une information simple mais exacte. Pour Kilomètre for Change, les prochaines étapes dans ces prochaines semaines, ces prochains mois? Beaucoup de choses, faire exploser les compteurs de dons, que chaque coureur qui part faire son jogging parte avec KM for Change. De manière plus précise, on vous prépare une nouvelle version de l'application pour dans très très peu de temps, qui sera beaucoup plus sociale, qui permettra aussi aux coureurs, à chaque coureur solidaire de suivre son ami, voilà, ses amis dans leur course solidaire, qui permettra d'avoir l'actu KM for Change, les apéro-runs qui sont de temps en temps organisés. Qui permettra aussi de voir les projets terminés, parce que pour l'instant on ne le voit pas dans l'application, mais la liste commence à être longue, vous pouvez le voir sur notre site internet, mais pas encore dans l'application. Et puis à plus long terme, peut-être dépasser le running. En tout cas, on vous prépare une petite surprise pour début novembre. Vous ne nous attendez peut-être pas forcément sur la voile après le running, mais on a une petite surprise qui se prépare pour la Transat Jacques Vabre qui démarre début novembre. Donc pour tous les runners ou celles et ceux qui font de la voile, on télécharge Kilomètre for Change et on suit vos activités à suivre en début novembre. Toi, Maxime?
Nous, on a la version iOS de l'application qui sort mi-novembre. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et puis après, l'enjeu pour nous, ça va être d'essayer de se développer dans de nouvelles villes et de toucher de plus en plus de communes, de commerces, financer plus d'associations et bien sûr avoir du monde sur l'application. Et pour Microdon, du coup, tu suggérais tout à l'heure des nouveautés ? Oui, alors 2 choses. Nous, dans quelques semaines, on a une grande campagne de communication nationale que vous allez voir sur quelques chaînes de télé et puis dans le métro parisien, qui nous est gracieusement offert par des régies publicitaires. Le but, c'est de faire connaître ce geste, le microdon, l'arrondi sur vos courses, etc., au plus large public possible, et que faire progresser la conscience que ça existe. Et puis en parallèle, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va maintenant essayer de dépasser le petit don d'argent et travailler sur toutes les formes de dons en temps dans le monde de l'entreprise, parce que c'est une demande énorme des entreprises elles-mêmes, en fait, qui comprennent, je crois, pas trop mal leurs salariés, parce qu'elles étudient beaucoup ça. Et donc travailler sur comment on peut aider les entreprises à proposer de manière très facile et efficace des congés bénévoles, faire du team building, des journées de team building en passant du temps dans une association plutôt que d'aller faire du karting ou du bowling. Comment on organise et comment on développe des programmes de mécénat de compétences. Donc tous ces des sujets assez chouettes pour continuer à développer le don. Merci et bravo à tous les 4. On peut également les applaudir. Avant de conclure cette soirée, je vais redemander à tous nos intervenants du soir de remonter sur scène pour une photo. Donc Pierre, Alexandre, Anne-Charlotte, Carole. Maintenant que je me suis lancé, j'ai sûrement oublié des prénoms, mais Laure, Titouan, tous sur scène pour la photo. Vous rappelez quelques informations. L'appel à projet pour la prochaine saison Up Factory est ouvert, donc n'hésitez pas à vous connecter sur Up Campus. Nos prochains événements Up Conférence chaque semaine, donc le 3 novembre prochain à Paris. Donc la semaine prochaine, on aura Naomi Klein en conférence, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et pendant qu'on fait la photo souvenir de la soirée, je vais laisser à Nicolas Froissart, qui est directeur général du groupe SOS et président du mouvement Up, de venir conclure cette soirée et d'avoir la lourde tâche d'être le dernier rempart entre vous et le buffet. Bonsoir à tous. C'est pour ça que je ne vais pas être trop long. Merci Simon. Désolé pour la fumée. Il y a qu'à chez Accenture qu'on a le droit au jingle et à la fumée. On adore ça, donc on ne s'en prive pas. Merci à tous d'être là. Merci à l'équipe Up. Merci aux équipes d'Accenture. C'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et puis Accenture est un partenaire historique des événements Up et des Up conférences. On voulait vous remercier aussi tous d'être ici. Il se passe plein de choses en ce moment autour de Up. Évidemment, Up Factory, et on est très fiers de cette promo 2. Si vous avez envie d'être ici, à leur place, l'année prochaine, c'est le moment, comme le disait Simon, de candidater. N'hésitez pas, je crois que c'est des moments plutôt sympas, intéressants, constructifs, comme cette soirée, mais pas que, toute l'année, qui s'est écoulée et qui va venir pour la prochaine promotion. Naomi Klein, effectivement, sur les Up Conférences la semaine prochaine, c'est une grande chance. On est ravis aussi d'avoir des personnalités comme ça qui viennent régulièrement, qui viennent hors de France. On a aussi envie parfois d'aller voir un peu et d'écouter des gens qui viennent d'ailleurs. Et puis on va continuer à avoir des personnalités inspirantes, des projets inspirants comme ce soir. Donc à vous de jouer aussi. On essaye d'accélérer aussi cette transformation. On sait qu'il y en a plein, sans doute parmi vous, qui ont envie de créer leur projet, et finalement, on voit que c'est possible. Donc, on lance plein de choses en ce moment, des formations sur l'innovation sociale, sur l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. C'est aussi des choses que vous pouvez suivre. Il y a toutes les informations sur le site des Up Conférences, notamment. On va même lancer des sessions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, mais qui ne savent pas toujours comment le faire. Donc, on va s'inspirer du coaching à la sauce Up, évidemment, pour accompagner ceux qui ont envie de changer de carrière et finalement de changer de vie, parce que voilà, c'est possible. Et je pense qu'autour de l'écosystème Up, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à ça. Et puis si vous voulez créer des événements avec nous, il y en a plein. Il y a quelques mois, il n'y avait pas encore d'événements à Lyon.
Depuis, il y a une équipe d'une dizaine de bénévoles qui organise tous les mois et demi des événements Up à Lyon. On va en faire à Rouen sur ce modèle-là, à Saint-Étienne bientôt. On en a fait à Grenoble, on va en faire à Nantes. Si vous êtes dans la région Île-de-France, il n'y a pas de raison. On veut aussi aller sortir de Paris et aller sur ces territoires. On peut en faire aussi au niveau des arrondissements. Monsieur le maire du 11e, monsieur l'adjoint au maire, avec qui on fait pas mal de choses aussi, puisqu'on est très présent dans le 11e arrondissement. Mais voilà, on peut faire plus de choses. Up to you, comme on dit souvent, donc n'hésitez pas. On est là, effectivement, je ne vais pas être plus long parce qu'on peut discuter de tout ça autour d'un verre. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on avance. Donc à tout de suite, et merci à vous tous. Merci à la promo de Up Factory et à nos intervenants. À bientôt.